Tu te souviens avoir bougé sur ces planches à roulettes pendant les cours de PS? Ou plus précisément, de t'être tapé les doigts à plusieurs reprises en te tenant au poignet? D'une manière ou d'une autre, il semble que ces planches aient été conçues pour causer le plus de dégâts possible à nos doigts. Mais il s'avère qu'on est tous passés à côté de l'utilisation correcte de ces poignées sur les côtés. Devine quoi? Ce sont des protège-doigts, pas des poignées. Les boucles en plastique sur les côtés des planches sont justement conçues pour protéger les doigts des dégâts que nous nous sommes tous infligés en les utilisant mal. La bonne façon de s'accrocher est de glisser tes mains dans le trou et de saisir la base de la planche elle-même. Ainsi, tu empêches tes articulations de heurter d'autres planches et obstacles pendant que tu t'amuses. Lorsque tu sors de la douche et que tu t'enveloppes dans un peignoir douillet, comment es-tu censé le nouer? Comme ça, non? Avec la ceinture qui passe dans toutes les boucles, attachée autour de ta taille. Après tout, c'est comme ça que toutes les ceintures fonctionnent. Eh bien non, les peignoirs de bain tiennent en fait mieux lorsqu'ils sont attachés de la façon suivante. Fais glisser la ceinture dans les 2 premières boucles sur le devant et serre-la. C'est alors tellement plus facile de l'enrouler bien serré. Regarde ce symbole de division. Tu n'en as sans doute jamais compris la signification, à vrai dire peu connue. C'est une fraction, mais avec les chiffres représentés par des points. C'est plutôt logique, mais il semble qu'aucun d'entre nous ne l'ait remarqué. Si tu ouvres un avocat en 2 mais que tu ne le consommes pas en entier, il existe un moyen d'éviter qu'il ne noircisse. Conserve-le dans un verre d'eau au réfrigérateur. Il durera alors 2 à 3 jours de plus. Lorsque tu prépares du popcorn au micro-ondes pour ta soirée cinéma et que tu es sur le point de le verser dans un bol, arrête-toi. Il y a une fonction utile intégrée au sachet pour micro-ondes que presque personne n'utilise. Une fois que tout a éclaté, l'extrémité du sac aura une légère ouverture. Avant de l'ouvrir plus largement, renverse le sachet et secoue-le. Il est conçu pour que ces vilains grains non éclatés en tombent. Débarrasse-t'en et tu auras un bol de popcorn parfait. La crème solaire en spray a une fonction inconnue qui peut s'avérer pratique si tu as une trace de marqueur permanent sur la peau. Il suffit de vaporiser de la crème sur le marqueur et de frotter. Et voilà! Cela fonctionne aussi sur les surfaces dures comme les carreaux de ta cuisine. Donc, la prochaine fois que tu déchaîneras ton talent artistique avec un marqueur à un endroit où tu ne devrais pas de panique. Si les piles de ta télécommande sont à plat, il existe une fonction cachée pour leur donner un supplément de vie. Sors-les et frotte les extrémités ensemble des 2 côtés. Cela nettoie les points de connexion et permet aux produits chimiques à l'intérieur de se répartir. Cela te donnera un surplus de temps pour courir au magasin et acheter de nouvelles piles. Regarde au plafond, tu vois ton ventilateur? Si tu n'en as pas, fais comme si tu en avais un. Il y a une fonction cachée que tu ne connais probablement pas. Il peut s'agir d'un interrupteur sur le ventilateur lui-même ou d'un bouton sur la télécommande. Mais la plupart des ventilateurs ont la capacité de changer de direction. Et il y a une raison pour laquelle tu veux qu'il le fasse. En hiver, tu veux qu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui pousse l'air chaud du haut vers le bas. En été, tu veux qu'il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour tirer l'air frais qui s'accumule au sol vers le haut et le faire circuler dans la pièce. Ton micro-ondes a probablement un mode silencieux. Oui, ce plat que tu as réchauffé à 3h du matin en laissant ton doigt juste au-dessus du bouton d'arrêt pour l'enfoncer 1 seconde, avant que la minuterie ne se déclenche, aurait pu être beaucoup moins bruyant. Ça dépend de la marque, mais en maintenant enfoncer le bouton 0 ou 1, tu devrais pouvoir activer le mode silencieux. Maintenant, tu peux utiliser le micro-ondes à ta guise à tout moment du jour et de la nuit. Ces butées de porte à ressort sur les plinthes ont une autre fonction. Elles permettent de retenir la porte. En les plaquant au sol et en ouvrant la porte au-dessus d'elle, le ressort s'accroche au bas de la porte et la maintient ouverte. Sais-tu que tu as probablement mal lacé tes baskets pendant tout ce temps? Il y a un petit trou en haut, là où se terminent les lacets, qu'on appelle un verrou de talon. Tu devines à quoi il sert? Oui, il bloque tes talons afin qu'ils ne glissent pas et ne te donnent pas d'ampoule, ou ne fassent pas glisser tes chaussettes vers le bas, ce qui est la pire des sensations, n'est-ce pas? Tout ce que tu es censé faire, c'est faire passer chaque lacet dans son trou, ce qui crée une petite boucle. Le lacet opposé passe ensuite dans cette boucle. Attache tes lacets fermement comme tu le ferais normalement, et voilà, tes talons sont sécurisés. En parlant de lacets, si jamais tu les noues si fermement que tu n'arrives pas à les défaire, un ingrédient de pâtisserie possède une caractéristique cachée qui peut t'aider. Oui, tu as bien entendu, un ingrédient de pâtisserie. L'amidon de maïs peut certes rendre ta sauce plus épaisse, mais il peut aussi défaire des nœuds coincés.
Il suffit d'en saupoudrer sur n'importe quel nœud en l'enrobant complètement, et il se dénouera plus facilement. Ça fonctionne avec les colliers, les cordes ou encore le fil. Tu as enfilé la bague de ton ami en oubliant que ses mains sont beaucoup plus petites que les tiennes, et maintenant elle est coincée. Prends simplement un flacon de nettoyant pour vitres. Ce produit a un petit talent caché pour enlever les bagues coincées. Un petit pchit et la bague s'enlèvera tout de suite. Mettons que tu es en train d'écrire quelque chose au crayon, pendant un examen par exemple, mais oups, tu as oublié ta gomme. En revanche, tu n'as pas oublié d'apporter ton sandwich. Par chance, le pain est ce dont tu as besoin pour effacer la réponse erronée que tu viens d'écrire. Roule de la mie de pain bien compacte jusqu'à ce qu'elle ait une texture que l'on peut décrire comme de la gomme justement. Puis efface comme tu le ferais avec une vraie gomme. Pourquoi les boulangers nous ont-ils toujours caché ça? Ça aurait pu être utile dans tellement de situations. Si tu portes une veste en cuir, premièrement, tu es cool. Et deuxièmement, tu rates probablement l'utilisation d'une fonction cachée qui est pourtant à la vue de tous. Les sangles sur le haut des épaules de ta veste ne sont pas seulement décoratives. Si tu les déboutonnes pendant que tu glisses les bretelles de ton sac, tu peux les refermer par-dessus les bretelles afin de les maintenir en place. Peu importe le nombre de jumping jacks, de roues ou de pas de breakdance que tu vas faire, ton sac n'ira nulle part. Lorsque tu dois emballer des restes, le papier aluminium est clairement un allié précieux. Mais il a aussi sa place dans la buanderie, grâce à une fonction cachée. Imagine que tu n'as plus de feuilles pour sèche-linge. Tes vêtements sortent de là pleins d'électricité statique, à tel point qu'ils font se dresser tes cheveux comme ceux d'un scientifique maléfique de dessin animé. Voici ce que tu dois faire. Fais 2 boules bien compactes avec du papier aluminium. Remets tes vêtements dans le sèche-linge avec les boules et relance un cycle de séchage. Ils en sortiront sans électricité statique. Après avoir fait cuire des œufs durs, comment les sortir facilement de l'eau bouillante sans te brûler les doigts? Avec un fouet de cuisine. Pousse-le contre l'œuf et il se retrouvera coincé entre les tiges du fouet. Tu peux maintenant le sortir facilement. Les couleurs des clips de sachets de pain de mie ont en fait une signification secrète. Elles t'indiquent le jour de la semaine où le pain a été emballé. Le bleu signifie lundi, le marron signifie jeudi et le blanc signifie vendredi. La plupart des fabricants de pain suivent le même système, car une entreprise en particulier fournit la plupart de ces clips. Donc, lorsque tu choisis du pain de mie, tu peux évaluer sa fraîcheur grâce à la couleur du clip. As-tu déjà pris un moment pour réfléchir aux secrets palpitants de la vie quotidienne d'aujourd'hui sur la planète Terre? On parle ici de petites portes dans les machines à laver et de petits trous dans les fenêtres des avions. Si tu n'as pas la moindre idée de ce dont nous parlons, laisse-toi surprendre et tu vas découvrir plein de choses. Tu vois ce tiroir en dessous de ton four? Peut-être l'as-tu ignoré depuis le début, ou bien tu l'as utilisé pour ranger des casseroles et des poêles. Eh bien, même s'il peut effectivement servir d'espace de rangement, ce n'est pas sa seule fonction. La meilleure façon d'utiliser ce tiroir est de garder ton repas au chaud pendant que tu attends de le servir. Génial, non? En parlant d'espace secret, as-tu remarqué que la plupart des machines à laver avaient aussi des petites portes à rabat en bas? Ces portes servent en fait de trappe d'évacuation. C'est là que vont tous les trucs que nous mettons à laver avec nos jeans et nos vestes. C'est une sorte de collecteur de petits intrus. Il les empêche d'atteindre les tuyaux d'évacuation et de les boucher. Cela permet d'économiser des centaines d'euros en réparation chaque mois. Maintenant, qui n'a pas eu la tâche ardue de devoir mesurer la quantité exacte de spaghettis à cuire par personne? Voici la solution, le trou au centre de la cuillère à pâte. Il est là pour mesurer la quantité exacte de pâte sèche dont tu as besoin pour une personne. Sur un sujet similaire, t'es-tu déjà demandé pourquoi les capuchons des stylos avaient un trou? Tu as peut-être pensé que c'était une caractéristique technique servant à réguler la pression de l'air. Mais en réalité, ce trou a une fonction beaucoup plus simple et plus importante. Réduire le risque d'étouffement. Beaucoup de gens aiment mordiller leur bouchon de stylo, et ce minuscule trou les empêche de s'étouffer au cas où ils avaleraient accidentellement le bouchon et qu'il resterait coincé dans leur gorge. Pour les amateurs de cuisine, il y a un secret caché sous ton nez et qui peut te changer la vie. Pense aux casseroles. Maintenant, pense à leurs poignées. Oui, elles ont aussi un trou.
Et il s'avère que ce trou a été conçu pour accueillir la cuillère que tu utilises pour cuisiner. Et au lieu de faire couler de la sauce partout sur la cuisinière ou sur le sol de ta cuisine, tu peux placer la cuillère dans le trou quand elle dégouline encore de sauce. En parlant d'objets du quotidien, la plupart des poignées de porte sont en laiton, car ce matériau les rend naturellement anti-germes. Contrairement à celles en plastique, les poignées de porte en laiton sont en quelque sorte magiques, elles peuvent se désinfecter sans que tu aies à les nettoyer. As-tu déjà remarqué qu'au bas d'un mètre, il y avait un petit creux? Tu peux le trouver dans la partie métallique sur laquelle tu dois tirer pour mesurer quelque chose. Eh bien ce creux a en fait la taille exacte d'un clou ordinaire. Il a été conçu pour que l'on puisse accrocher le mètre sur le dessus d'un clou pour le tenir pendant qu'on mesure. Quant aux marges de ton cahier, elles ont été inventées pour protéger les pages des rongeurs. Non, ces derniers ne copiaient pas les réponses des gens pendant les examens de maths. Mais il fut un temps où les gens devaient cohabiter avec les rats et les souris qui rongeaient souvent le papier. Alors, pour éviter que les informations ne se perdent complètement, on a créé les marges. De cette façon, les textes étaient concentrés au milieu des pages et restaient indemnes des rongeurs. C'est peut-être de là que vient l'expression « digérer une information ». Et que dire de ces minuscules trous au bas des fenêtres d'avion? Ils ont une fonction extrêmement importante, réguler la pression de l'air à l'intérieur de la cabine. En d'autres termes, ils aident les avions à voler haut dans le ciel. Plutôt important, non? Au fait, les tablettes d'un avion sont les endroits les plus infectés de germes de toute la cabine. Des études ont montré que ces plateaux contenaient 8 fois plus de germes que le bouton de la chasse d'eau des toilettes. Et maintenant, que dirais-tu de couper un avion commercial en deux et de voir ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, cela ressemblerait plus ou moins à ça. Des rangées de sièges en haut et tout ce qui doit être rangé en bas. On parle ici des bagages des passagers, des fournitures d'urgence, des pièces du système d'aile, et ainsi de suite. Bon, passons aux boules de bowling, même si la transition est un peu brutale. T'es-tu déjà demandé à quoi ressemble l'intérieur d'une boule de bowling? Si tu coupes une boule professionnelle en deux, tu verras une forme familière. Regarde bien, est-ce que tu la vois? Cela ne ressemble-t-il pas au logo de Sympa? Quoi qu'il en soit, les boules de bowling professionnelles sont différentes de celles de ton bowling local. C'est parce qu'elles sont conçues pour faire des mouvements plus précis. Elles ont en fait une ingénierie très complexe à l'intérieur. Elles sont façonnées pour aider les pros à faire plus de strikes. Le poids des boules professionnelles est conçu pour être projeté vers l'intérieur lorsqu'elles se déplacent sur la piste de bowling. Il leur est donc plus difficile de se retrouver dans les gouttières aux côtés de la piste. Tant qu'on parle de boules, jetons un coup d'œil à l'intérieur d'une balle de baseball. Pour la rendre légère et aérodynamique, les fabricants utilisent plusieurs couches différentes. En partant du noyau, nous avons un centre en liège enveloppé de caoutchouc noir. Ensuite, il y a une couche de caoutchouc rouge, suivie de 2 ou 3 couches alternées de fil de laine. Après cela, il y a une couverture en cuir blanc bien visible et cette magnifique couture rouge sur le côté qui unit le tout. Si tu avais une vision à rayon X et que tu réussissais à regarder à l'intérieur d'un os humain, ce qui attire le plus l'attention est cette structure ressemblant à une toile d'araignée au centre de l'os. En réalité, c'est une structure très condensée et complexe de nerfs que tu as à l'intérieur de tes os. Maintenant, une devinette. Qu'est-ce qui est rond, que l'on trouve près de l'océan et qui ressemble à une vue aérienne du musée Guggenheim de New York? Celui qui est presque entièrement fait de rampes. Si tu as répondu à une coquille de nautile, alors tu as deviné juste. Un nautile est un coquillage dont tu peux trouver la maison dans d'innombrables magasins de souvenirs près de la plage. Il est composé de 2 couches, une couche extérieure d'un blanc mat et une couche intérieure d'un blanc irisé. Et si tu devais la couper en deux, elle ressemblerait beaucoup à l'intérieur du musée Guggenheim. Les feuilles d'aloe vera sont excellentes pour la guérison et aussi pour l'hydratation. Mais si tu parvenais à regarder à l'intérieur d'une feuille d'aloe, l'image que tu verrais serait aussi satisfaisante que relaxante. Qui n'a jamais rêvé d'une piscine remplie de confiture? Il semble n'y avoir rien de plus banal qu'un tube de dentifrice. Mais tu changerais d'avis si tu coupais un tube qui contient plusieurs couleurs. Il y a eu des spéculations selon lesquelles l'intérieur d'un tel tube pourrait être divisé par des barrières, pour que les bandes ne se mélangent pas. Mais si tu le coupes en deux, tu verras qu'il n'a qu'un seul espace intérieur. Il se trouve qu'une science complexe se cache derrière la fabrication du dentifrice rayé.
Selon un spécialiste, il faut s'assurer que toutes les rayures aient les mêmes propriétés physiques. De cette façon, on empêche naturellement les couleurs de se mélanger entre elles. C'est pourquoi, si tu découpes un tube, tu verras quelque chose qui ressemble à plusieurs tranches de pizza de différentes couleurs. Maintenant, si tu ouvres ton armoire, tu trouveras au moins quelques cintres en bois. Généralement, ils sont en bois de cèdre, qui est un répulsif naturel contre les mites. Pour certaines personnes, l'eyeliner est un incontournable du quotidien. Mais savais-tu qu'à l'époque de l'Égypte ancienne, les hommes et les femmes mettaient du kohl pour protéger leurs yeux de l'éblouissement du soleil? Normalement, nous utilisons les appuis-têtes pour, reposer notre tête, n'est-ce pas? Pas seulement. Il s'avère que les appuis-têtes peuvent être facilement retirés des sièges et utilisés pour briser les vitres des voitures en cas d'urgence. Très peu de gens connaissent l'astuce suivante. Tu places probablement ton paillasson dans la largeur comme la plupart d'entre nous. Mais les paillassons ont pour fonction d'absorber la saleté des semelles de tes chaussures avant que tu n'entres chez toi. Donc, pour que cela fonctionne comme c'est censé le faire, la meilleure façon de placer un paillasson est dans la longueur. De cette façon, tu feras plus de pas sur le paillasson avant d'entrer chez toi. Et enfin, tu as probablement passé l'aspirateur de la mauvaise façon et nous pouvons le prouver. La plupart des gens se contentent d'aspirer les sols et les tapis dans un sens ou de déplacer la brosse d'avant en arrière plusieurs fois, pensant qu'ils ont éliminé toute la poussière. Mais selon les professionnels du nettoyage, la meilleure façon d'aspirer est en rangée. D'abord tu avances avec la brosse jusqu'à ce que tu arrives à la fin de la rangée. Ensuite tu ébouriffes le tapis et tu redescends le long de la même rangée en ramassant la poussière qui n'a pas été récoltée lors du premier balayage. Ou alors, si tu ne veux pas déranger la poussière, tu peux te contenter de balayer la pièce d'un simple coup d'œil. Les pneus du train d'atterrissage n'éclatent pas car ils sont conçus pour une charge 4 à 5 fois supérieure à celle qu'ils subissent lors de l'atterrissage. La roue elle-même peut se casser, mais le pneu n'éclate pas. Cette petite astuce basée sur la psychologie comportementale peut t'aider à choisir la file la plus rapide à l'aéroport. S'il y a plusieurs lignes à l'enregistrement, opte pour celle de gauche. Tu devrais arriver plus rapidement au comptoir de cette façon. La plupart des gens sont droitiers et choisissent intuitivement le côté droit. Ta peau devient généralement un peu sèche pendant le vol. Cela se produit en raison du faible taux d'humidité dans la cabine. Apporte une bonne crème hydratante avec toi pour garder ta peau hydratée à bord. Savais-tu que le pilote et le copilote d'un avion mangent toujours des repas différents avant un vol? De cette façon, si l'un d'eux a une intoxication alimentaire, l'autre pourra prendre le contrôle de l'appareil. Les tablettes d'avion font partie des surfaces les plus sales de la cabine, alors assure-toi de te laver les mains fréquemment. Et nettoie la tablette avec une lingette antibactérienne pour te débarrasser de toutes les bactéries qui y pullulent. Si tu es assis sur un siège côté couloir, tu peux avoir plus d'espace pour allonger tes jambes. Il te suffit d'appuyer sur le bouton situé sous l'accoudoir le plus à l'extérieur. Cela fera remonter l'accoudoir, te donnant plus d'espace pour tes jambes et empêchant l'accoudoir de s'enfoncer dans tes côtes. Voici une raison pour laquelle la lumière de la cabine est tamisée. Les passagers doivent s'habituer à l'obscurité au cas où un atterrissage d'urgence aurait lieu la nuit. De cette façon, leurs yeux seront déjà habitués à l'absence de lumière, ce qui facilitera l'évacuation. Les agents de bord te demandent de relever les stores des hublots pour qu'ils puissent voir ce qui se passe dehors. Ainsi, ils peuvent choisir la meilleure façon d'évacuer les passagers en cas d'urgence. Presque tous les avions de ligne sont blancs, car cette couleur reflète le mieux les rayons du soleil et empêche l'avion de surchauffer. Une autre bonne raison est que la peinture blanche est moins chère. De plus, les ouvriers et les ingénieurs peuvent facilement remarquer tout dommage sur une surface blanche. Il est préférable d'éviter de prendre des décisions importantes pendant un vol. Ton cerveau ne reçoit pas assez d'oxygène à de telles hauteurs et cela affecte négativement son fonctionnement. Le chewing-gum, les bonbons durs et les bonbons à la menthe peuvent t'aider à éviter d'avoir les oreilles qui se bouchent pendant le décollage et l'atterrissage. Ce n'est pas grâce au bonbon lui-même, mais grâce au processus de déglutition. Bâiller aide aussi. Quant au chewing-gum, il aide aussi à se débarrasser de cette mauvaise haleine causée par l'air raréfié des hautes altitudes qui retire l'humidité de ton corps. L'air sec peut te donner l'impression que tu es en train de prendre froid. L'air de la cabine assèche ton nez et ta gorge comme si tu avais les symptômes d'un rhume. Ces symptômes disparaissent généralement juste après l'atterrissage.
l'eau utilisée pour faire du café et du thé à bord n'est pas toujours très propre. De nombreuses compagnies utilisent aujourd'hui de très bons filtres à eau, mais il vaut mieux demander de l'eau en bouteille si tu as soif. Ce petit triangle sur la paroi de l'avion au-dessus de ton siège signifie beaucoup pour les agents de bord. Ces triangles marquent les fenêtres à travers lesquelles tu peux voir les feux clignotants. Ceci signale la rétractation des freins d'atterrissage et la fermeture des volets. Mettons que les pilotes découvrent qu'il y a un problème. Dans ce cas, un agent de bord se précipitera vers la fenêtre nécessaire pour vérifier ce qui se passe. Et pour les passagers, c'est simplement le meilleur endroit pour les photos puisque tu peux voir les ailes parfaitement. Les sièges situés au milieu de la cabine, au-dessus des ailes, sont les meilleurs si tu as le mal des transports. Cette zone est plus équilibrée et tremble moins pendant les turbulences. Si tu as tendance à être nerveux pendant le vol, fais un peu d'exercice physique juste avant de monter dans l'avion. Une petite séance d'entraînement aide à réduire ton niveau de stress et fait en sorte que ton corps libère des endorphines, les hormones du bonheur. De plus, cette activité physique compense les heures que tu passes assis sans bouger. Les turbines sont placées sous les ailes car cela rend l'entretien des moteurs moins cher, plus rapide et plus facile. Auparavant, elles étaient placées au niveau de la queue. Cela nécessitait un équipement coûteux et beaucoup plus de temps pour les réparer. Lorsqu'on a commencé à installer les moteurs sous les ailes, le prix des billets a baissé. Imagine que tu voles dans une montgolfière. Tu vois le système de brûleur installé sous le ballon, aussi appelé enveloppe. Il chauffe l'air à l'intérieur, ce qui fait monter la montgolfière. Les turbulences à bord d'un avion sont ce même air chaud, mais créé par la nature. Lorsque l'air se réchauffe, il fait monter un avion. Lorsqu'il devient plus froid, l'avion descend. Et les passagers ont l'impression de faire des montagnes russes. Un courant d'air chaud laissé par un autre avion peut aussi provoquer des turbulences. C'est un phénomène courant sur la plupart des vols. Mais généralement, les turbulences sont si légères que les passagers ne les ressentent pas. Sais-tu que les avions peuvent voler même après la panne d'un moteur ? Les pilotes peuvent gérer une telle situation d'urgence et faire atterrir l'avion en toute sécurité. Les passagers peuvent ressentir une légère inclinaison pendant le vol, mais dans la plupart des cas, ils ne savent même pas que l'avion vole avec un seul moteur. Tes yeux reçoivent l'oxygène directement de l'air. Il n'est pas acheminé par le sang. Tes yeux peuvent donc être un peu secs pendant le vol, mais des gouttes pour les yeux dans ton bagage cabine, elles t'aideront à garder tes yeux humides. Il est interdit de transporter de grands volumes de liquide à bord, car certaines substances dangereuses peuvent facilement être dissoutes dans l'eau. Si un avion doit amérir, ses ailes deviennent des bouées de sauvetage. Les réservoirs de carburant vides aident aussi les avions à flotter. D'ailleurs, il peut s'écouler de 10 à 60 heures avant que l'avion ne coule. Tout dépend du modèle, des conditions météorologiques et de la compétence des pilotes. Ces hôtesses de l'air souriantes que tu rencontres lorsque tu entres dans la cabine cachent généralement leurs mains derrière leur dos. Elles comptent les personnes qui entrent dans l'avion pour s'assurer que tous les passagers soient à bord. Malgré tout ce que les gens disent sur la nourriture dans les avions, elle n'est en réalité pas si mauvaise. Le problème, c'est ton sens du goût, qui n'est plus aussi performant car l'air de la cabine rend ta bouche sèche. Il émousse aussi ton odorat. C'est pourquoi les compagnies aériennes ajoutent beaucoup d'épices et de sel à leurs repas. Est-il vrai que tes cheveux poussent plus vite pendant un vol ? Pas vraiment. Les scientifiques n'ont pas réussi à le prouver. Ce mythe est apparu dans la première partie du XXe siècle, lorsque certains passagers ont remarqué que leur barbe avait davantage poussé pendant un vol. Il est normal que les gens aient des maux de tête pendant un vol, surtout juste après le décollage. Tu montes à une altitude plus élevée que le mont Everest en l'espace de 10 minutes environ. Ces changements se produisent trop rapidement pour que ton corps puisse s'adapter. Les ceintures de sécurité des avions sont placées au-dessus de ton ventre pour t'éviter d'être projeté contre le plafond en cas de turbulence. Lorsque cela se produit, l'avion commence à bouger de haut en bas et ta ceinture te maintient fermement. A l'inverse, les ceintures de sécurité dans les voitures protègent les gens des collisions horizontales. Les avions ont une protection spéciale contre la foudre. Même si elle frappe, les passagers ne la sentiront pas. Les avions sont recouverts d'un revêtement en aluminium qui conduit le courant électrique mais ne le laisse pas pénétrer à l'intérieur de l'avion. L'électronique et les réservoirs de carburant ont aussi une protection supplémentaire. Les sièges d'avion sont inconfortables parce que les compagnies aériennes essaient de faire entrer le maximum de passagers dans un avion. C'est pourquoi il y a si peu d'espace entre les sièges. 2 rangées supplémentaires signifient 12 passagers de plus.
En outre, les compagnies fabriquent des sièges d'avion plus légers pour économiser sur les coûts de carburant. Même un poids supplémentaire, apparemment insignifiant, peut coûter des milliers d'euros à une compagnie aérienne. Et au fait, ton siège a un revêtement ignifuge. C'est nécessaire pour éviter qu'un incendie ne se propage en cas d'accident. Les employés d'aéroports transportent les bagages non réclamés dans des centres spéciaux. Si le propriétaire ne se manifeste pas dans les 3 mois, le bagage est mis en vente dans des magasins spécialisés. Autrefois, tu ne pouvais pas utiliser ton téléphone dans un avion car les téléphones portables étaient dangereux pour la navigation. Leurs signaux radio pouvaient perturber les réglages de l'électronique des avions. Les masques à oxygène tombent non seulement pendant les fortes turbulences, mais aussi lorsque la pression de l'air à l'intérieur de la cabine change radicalement. Les passagers ne risquent rien s'ils mettent leur masque à oxygène. Mais de tels cas sont considérés comme une urgence, et les pilotes font de leur mieux pour descendre rapidement à une altitude sûre, afin que les passagers puissent respirer sans masque à oxygène. Les ouvriers des chantiers de construction et de la voirie sont généralement habillés en orange, car cette couleur est visible même par mauvais temps. C'est la couleur la plus efficace pour attirer l'attention et alerter les gens. Pas étonnant que de nombreux gilets de sécurité et cônes de signalisation soient également orange. Le panneau stop a une forme à 8 côtés pour aider les conducteurs à le reconnaître facilement, même s'ils le voient de dos. Et lorsque les panneaux n'étaient pas encore réfléchissants, la forme octogonale empêchait les conducteurs de confondre le panneau stop avec n'importe quel autre la nuit. Les bandes rugueuses sur les côtés de la route sont placées là pour alerter les conducteurs qui s'assoupissent au volant. Lorsque les pneus passent sur ces bandes, le bruit et les vibrations fonctionnent comme un réveil. Il existe des verrous magnétiques sur les pompes à carburant dans les stations-service, au cas où quelqu'un partirait avec le pistolet à essence toujours attaché à son réservoir. Dans ce cas, le verrou détache le tuyau automatiquement. L'essence forme un arc-en-ciel dans une flaque d'eau car elle ne peut pas se mélanger à l'eau. Elle forme une fine membrane par-dessus. Lorsque la lumière se reflète sur elle et sur l'eau en même temps, tu obtiens un arc-en-ciel. La triple poignée d'un jerrycan est là pour permettre à 2 personnes de le porter plus facilement et de répartir le liquide de manière uniforme. Les bidons d'essence ont souvent un deuxième trou qui doit aussi être débouché avant de verser le liquide. Le passage d'air l'empêchera de se renverser et donc d'en gaspiller. La plupart des bidons d'essence ont 2 trous avec des bouchons, un plus grand et un plus petit. Tu es censé déboucher le plus petit trou avant de verser le liquide par le plus grand. Cela empêchera le liquide de glouglouter et de se répandre sur tes vêtements et sur le sol. Un autre petit truc que nous négligeons souvent est la pointe de bouchon d'une pommade. La plupart des tubes sont généralement scellés avec un film plastique ou une feuille d'aluminium et l'ouvrir avec tes ongles n'est pas la meilleure idée. La pointe sur le bouchon permet d'ouvrir facilement même le tube le plus fermement scellé. Tu peux utiliser la plupart des tournevis avec une clé à molette pour créer plus de couple. Il suffit de placer la clé à molette sur la poignée du tournevis. De cette façon, tu auras besoin d'appliquer beaucoup moins de force qu'habituellement. Tu pourras aussi atteindre plus facilement des zones difficiles d'accès. Des caméras sont installées dans les magasins, les banques et les hôpitaux pour tout surveiller. Si quelque chose arrive, tu peux appeler la police ou les secours. La caméra aide à résoudre beaucoup d'affaires. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de caméra dans les avions ? L'équipage maintient l'ordre dans l'avion, mais ils ne pourront rien faire si quelque chose de grave se produit. De plus, il n'y a nulle part où se cacher dans un avion. Pendant le vol, les caméras sont inutiles. Et après le vol, les témoignages des passagers fonctionnent aussi bien que des caméras. Alors, si les caméras ne servent à rien, pourquoi dépenser de l'argent pour elles ? L'eau est très facile pour nettoyer parce qu'elle a des molécules triangulaires composées d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène, d'où le H2O. Ces molécules ont des charges légèrement différentes sur leur côté opposé, un peu comme des aimants. C'est pourquoi l'eau s'attache facilement à d'autres molécules, y compris celles qui composent la saleté. Beaucoup de maisons individuelles ont des toits de forme triangulaire, car cela permet à la pluie, à la neige et aux feuilles mortes de glisser sur la pente. Si toutes ces choses s'empilaient sur le toit de ta maison, un jour, ils pourraient s'effondrer. Lorsqu'une tempête approche, les nuages semblent devenir sombres. Mais ce n'est qu'une illusion. Les nuages fins d'une journée ensoleillée laissent facilement passer la lumière. Ils diffusent aussi toutes les couleurs du spectre lumineux. Cela nous fait percevoir les nuages comme étant blancs. Plus les nuages sont épais et contiennent de gouttelettes d'eau, moins ils laissent passer la lumière et plus ils paraissent sombres. Une bonne poignée de porte est faite en laiton, en bronze ou dans certains alliages de cuivre. Ces métaux ont un effet anti-germe. Les bactéries se propagent beaucoup plus lentement sur eux. Ils se débarrassent aussi des microbes assez rapidement, en quelques heures. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te laver les mains.
Les diamants ont des formes symétriques pour te montrer leur brillance. Au départ, ces pierres précieuses ne sont pas si belles. Elles passent par plusieurs étapes de taille et deviennent ensuite des pièces d'élégance. La plupart de ces pierres ont une forme ronde avec des coins légèrement pointus. C'est dans cette forme que les diamants brillent le plus. Pourquoi y a-t-il 2 trous dans une prise électrique? Le trou de gauche est chargé négativement, le trou de droite est chargé positivement. Et l'espace en dessous est la terre. L'électricité doit circuler dans le circuit. Le courant part du trou positif, traverse le chargeur de ton téléphone, par exemple, puis passe par le trou négatif. Tu t'es déjà demandé à quoi servait la petite poche de ton jean? Les gens avaient l'habitude de porter des montres à gousset. La petite poche était prévue à cet effet. Aujourd'hui, plus personne ne porte ce genre de montre, mais la poche est restée. Et tu peux y glisser des petits objets comme une bague. À Londres, il y a des poteaux qui ressemblent un peu à des lampadaires, mais ils n'ont pas d'ampoule. Leur nom officiel est tuyaux puants et ils appartiennent à l'histoire aujourd'hui. Mais ils étaient très utiles au 19e siècle. Ces poteaux creux évacuaient l'air et les gaz explosifs malodorants pour éviter, disons, des conséquences indésirables. La plupart des ciseaux de cuisine ont des dents métalliques ressemblant à des pinces au milieu entre les poignets. Elles peuvent t'aider à casser des noix, des carapaces de crabe et d'autres produits durs. Tu peux aussi t'en servir pour ouvrir des bocaux et des bouteilles ou enlever les tiges des herbes. Le cuir a souvent l'air terne à l'œil, car il est couvert de minuscules rayures et d'éraflures. Elle disperse la lumière qui frappe le matériau. Lorsque tu enduis tes chaussures d'une couche de cire, tu combles ces minuscules crevasses. La surface devient plus lisse et les rayons de lumière y rebondissent de manière plus uniforme. C'est pourquoi le cuir prend alors une teinte plus brillante. Les surligneurs sont remplis d'une encre fluorescente semi-transparente spéciale qui peut briller dans une faible lumière. Les teintes jaune et vert clair sont les plus populaires car elles n'empêchent pas de voir le texte après une photocopie en noir et blanc. Les photocopieurs perçoivent les marques jaune et vert clair comme très pâles et ne les impriment pas. On fabrique des aimants en forme de fer à cheval car cela augmente la force magnétique. Les couleurs ont aussi leur importance. La partie bleue indique le pôle sud et la partie rouge le pôle nord. Les 2 pôles fonctionnent simultanément et augmentent la force d'attraction. Le trou d'1 centimètre de diamètre dans les portes d'un ascenseur est une serrure. Si les portes sont bloquées, un opérateur peut les ouvrir manuellement en insérant une clé spéciale dans le trou. Quant aux minuscules trous dans les hublots des avions, ils sont là pour équilibrer la pression de l'air. Le hublot est composé de 3 couches. La vitre extérieure est extrêmement solide. Elle peut résister aux différences de pression d'air pendant le décollage et l'atterrissage. La vitre intérieure, qui est la plus proche de toi, est faite de matériaux moins coûteux. Elle permet d'éviter tout dommage potentiel à la fenêtre. Le trou lui-même se trouve dans la vitre centrale. Il permet non seulement d'équilibrer la pression, mais aussi d'éviter que la fenêtre ne s'embute. Les brosses des escaliers mécaniques sont là pour ta sécurité. Elles t'empêchent de t'approcher trop près du bord de l'escalator. Ainsi, tes vêtements ou lacets ne se retrouveront pas coincés entre les marches. Tu vois le soleil en jaune ou en orange parce que l'atmosphère de notre planète disperse des couleurs comme le bleu, le vert et le violet. C'est aussi pourquoi le soleil a l'air plus chaud au lever et au coucher du soleil. Si tu vas au magasin pour acheter des oranges, tu les trouveras sûrement dans un filet rouge. C'est du pur marketing. Et cette couleur n'est pas un choix aléatoire. Lorsqu'elles sont emballées dans un filet à mailles rouges, les oranges semblent plus oranges, plus juteuses et plus attrayantes. Donc tu es plus susceptible de les acheter. Les citrons sont généralement vendus dans des filets à mailles vertes pour la même raison. Si on les emballait dans du rouge, ils apparaîtraient plus orange. Le vert va mieux avec le jaune et fait donc davantage ressortir la couleur des citrons. Les fabricants de matelas produisent un nombre limité de matelas différents et la seule façon de les rendre différents est d'inventer un motif de couture fantaisiste. 2 matelas de 2 entreprises différentes peuvent être exactement de la même qualité mais coûter un prix différent. La plupart des gens ne le sauront jamais et croiront que des motifs différents indiquent une qualité différente. Donc, lors de ton achat, ne te soucie pas du motif. Presque tous les hôtels ont des draps de lit blancs. Ils choisissent cette couleur spécifiquement pour montrer à quel point leurs normes de propreté sont élevées. Plus les draps sont blancs et brillants, plus l'hôtel semble haut de gamme. Il est beaucoup plus facile de voir la saleté et les taches sur du linge blanc. C'est une preuve que ta chambre a été faite. As-tu déjà vibré dans ta chambre en écoutant certaines de tes chansons préférées et en admirant le caisson de basse de ton enceinte alors qu'il ravit tes tympans à grands coups de décibels? Et t'es-tu déjà demandé pourquoi cette même enceinte, ainsi que tant d'autres enceintes à travers le monde, sont presque toujours noires?
Certains d'entre vous sont probablement en train de crier sur leur écran en ce moment même pour dire que leurs enceintes sont vertes, rouges ou de toute autre couleur de l'arc-en-ciel. D'abord, on a dit presque toujours, et ensuite si tu regardes attentivement le magnifique design de ton lecteur de musique aux couleurs vives, tu verras que le haut-parleur en dessous est toujours de couleur noire. Une explication possible à cela est que la technologie originale avait un diaphragme avec des particules noires dessus. Ainsi, dès qu'un son est amplifié, il envoie une charge à travers le diaphragme, et ces particules noires sont poussées vers le haut. Les particules de carbone, qui rebondissent et touchent la membrane supérieure du diaphragme, sont responsables de la création de certains des sons distincts de nos enceintes que nous aimons tant. Les fabricants d'enceintes ont dû en avoir assez de voir leurs produits changer de couleur en cas d'utilisation prolongée et de voir ces particules noires se déposer sur la membrane supérieure du diaphragme. Leur solution logique a donc été de colorer la plupart des enceintes en noir. Une autre raison plus pratique pour laquelle les enceintes sont le plus souvent colorées en noir est que c'est une teinte qui s'accorde facilement avec de nombreux types de décors. Les murs, les meubles et les vêtements se trouvent souvent rehaussés lorsqu'ils sont combinés avec cette couleur. C'est pourquoi elle est si répandue. D'après plusieurs études, écouter de la musique a été classé à plusieurs reprises dans le top 10 de nos passe-temps favoris à travers le monde. De nos jours, on trouve des haut-parleurs partout, dans ta télévision, ton ordinateur portable et ton téléphone. Tu ne peux pas leur échapper, mais regardons un peu comment tout ça a commencé. Leurs origines se trouvent dans la technologie de la radio et du téléphone. La première forme de haut-parleur a été développée par Johann Philipp Reis en 1861. Cet inventeur allemand autodidacte a installé le haut-parleur sur son téléphone. Il était tout juste capable de reproduire des tonalités claires, mais il pouvait aussi reproduire des paroles étouffées après quelques révisions. Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone, a décidé d'essayer de produire une version améliorée du haut-parleur de Reis. En gros, Bell et d'autres inventeurs cherchaient à fabriquer un haut-parleur électrodynamique. En 1877, il n'existait toujours pas, mais grâce au désir des inventeurs du monde entier de changer cela, des recherches ont confirmé qu'il était tout à fait possible d'en fabriquer un. En particulier, le travail de Werner von Siemens, qui eut l'idée d'un haut-parleur électromagnétique à bobine, aura été un élément moteur pour arriver à cette conclusion. Question suivante. Pourquoi y a-t-il des aimants dans les haut-parleurs ? De nos jours, tout haut-parleur est alimenté par un courant électrique, ce que les inventeurs dont nous avons parlé n'auraient tout simplement jamais considéré comme acquis. Lorsque ce courant électrique change, il produit un champ magnétique. Pour faire bouger le panneau de l'enceinte, on utilise des aimants afin de créer un champ magnétique opposé qui crée des vibrations. Ces vibrations sont le son que nous finissons par entendre. Plus l'aimant est gros, plus le haut-parleur sera fort. Un autre inventeur américain du nom de Thomas Edison avait déposé un brevet au Royaume-Uni pour un système utilisant de l'air comprimé dans un mécanisme d'amplification. Le premier haut-parleur électrique commercial n'a vu le jour qu'en 1924. La qualité du son produit par ce haut-parleur était suffisamment bonne pour le cinéma. Il aura fallu attendre près de 20 ans pour assister à la percée suivante dans le monde des haut-parleurs. Cela s'est produit avec l'arrivée du duplex driver en 1943. Il offrait une plus grande clarté et une meilleure cohérence à des volumes élevés, ce qui était important dans les salles de cinéma. C'est pourquoi on l'a surnommé la voix du cinéma. Le duplex driver a été immédiatement testé par l'Académie des arts et des sciences du cinéma et est devenu la norme de l'industrie cinématographique en 1955. Cette conception de haut-parleur est toujours utilisée de nos jours. En effet, l'industrie cinématographique semble faire beaucoup d'efforts pour son acoustique, tout comme les salles dans lesquelles nous voyons les films. Tu as peut-être remarqué que ces salles sont souvent des rideaux épais sur les murs. Il s'agit de rideaux insonorisés ou acoustiques, et ils sont beaucoup plus épais que les rideaux standards. Ils sont constitués de tissus plus lourds et tissés serrés, ou bien ont des doublures de meilleure qualité. Cela leur permet d'absorber le son et de réduire la réflexion acoustique du plafond et des murs de la pièce. Au final, cela crée une bien meilleure expérience sonore. C'est pour la même raison que les moquettes sont si épaisses dans les cinémas. Elle aide à piéger le son en fournissant une isolation. D'un point de vue pratique, cette moquette est également là pour empêcher le bruit des pas pendant la projection des films. Ce concept de piège à son est aussi la raison pour laquelle le fait de mettre un téléphone dans une tasse fera paraître le son plus fort.
Toute enceinte posée ou suspendue dans un espace ouvert projette son son dans toutes les directions. Lorsque le haut-parleur vibre pour créer des ondes sonores, une quantité égale d'énergie part de l'avant et de l'arrière. En plaçant un haut-parleur dans une forme d'enceinte, on peut rediriger une partie de l'énergie qui provient de l'arrière du haut-parleur et la projeter vers l'avant. En plaçant l'enceinte dans une tasse, tu rediriges le son plus efficacement. Il ne voyage que dans un sens, ce qui fait qu'il semble plus fort que ce que tu entendrais en le sortant de la tasse. En parlant de téléphone et de haut-parleur, t'es-tu déjà demandé pourquoi ton téléphone portable générait un bourdonnement dans ton haut-parleur ? Cela peut se produire lorsque les deux gadgets sont proches l'un de l'autre et que ton portable essaye d'envoyer et de recevoir des données. Le transfert d'informations produit des perturbations électromagnétiques dans l'environnement des haut-parleurs. Cela crée du bruit dans l'audio et par conséquent, tu peux entendre le bourdonnement provenant de tes enceintes. Un moyen simple d'éviter ce bourdonnement irritant est simplement d'éloigner ton téléphone de ton haut-parleur ou vice-versa. Cela permettra d'éliminer ce que l'on appelle les interférences électromagnétiques. Des recherches menées aux États-Unis ont montré qu'en moyenne, 74% des gens possédaient au moins 2 paires d'écouteurs ou 2 casques audio. 46% d'entre eux ont mentionné qu'ils utilisaient leurs écouteurs ou leurs casques plus de 2 heures par jour. Certains choisissent leurs écouteurs ou leurs casques en fonction de leur apparence, d'autres en fonction de la qualité du son. Dans les deux cas, trouver le bon gadget est important car beaucoup de gens sont prêts à y consacrer plus d'une centaine d'euros. Les écouteurs et autres casques sont devenus de véritables accessoires de mode. C'est pourquoi des personnalités connues essaient d'avoir un impact sur cette industrie, comme s'il s'agissait de celle de la mode. Les manias de la musique, Dr. Dre et Jimmy Iovine ont eu l'idée de la marque désormais mondialement connue des casques Beats by Dre. Ils se promenaient le long de l'océan Pacifique un jour de 2006, discutant d'une affaire de chaussures de sport, car ils avaient reçu une offre d'une grande marque dans ce domaine. Après quelques discussions, ils ont décidé qu'ils voulaient faire quelque chose qui les passionnait davantage et se sont rabattus sur les casques. L'idée du duo s'est transformée en une marque rachetée par Apple en 2014 pour 3 milliards de dollars. C'était la plus grosse transaction de l'histoire d'Apple et Beats by Dre contrôlait 70% du marché des casques au moment de la signature. Cette opération a permis à Apple de prendre le contrôle de ce secteur. La sortie en 2016 de leur célèbre écouteur sans fil, les AirPods, a conforté l'entreprise dans cette position. Mais comment ces écouteurs sans fil que beaucoup d'entre nous possèdent fonctionnent-ils réellement ? Ils dépendent en réalité de batteries internes pour avoir suffisamment de puissance afin de rester sans fil. Le plus souvent, ils ont des piles rechargeables intégrées, mais parfois ils continuent à fonctionner grâce à des piles AA ou AAA standard. Ils reçoivent des signaux transmis sans fil depuis leur source audio appariée, que ce soit ton téléphone ou ton ordinateur portable. Ces signaux sont codés par l'appareil source et transmis le plus souvent par des fréquences radio ou des supports infrarouges. Les écouteurs reçoivent le signal et le décodent en audio, et tu peux profiter de ta musique en toute liberté. Le crabe Heikegani vit au large des côtes du Japon et possède un motif distinct sur sa carapace qui ressemble à un visage humain. Plus précisément, au visage d'un samouraï en colère, d'où son surnom, le crabe samouraï. La crevette nettoyeuse à rayures écarlates est une autostoppeuse de la nature. Elle se tient sur le fond de la mer et agite ses longues antennes pour que les poissons et les animaux marins descendent et la ramassent. Elle paye ensuite le trajet en nettoyant son hôte des bactéries et du plancton. On confond souvent les salpidés avec les méduses, bien qu'elles soient plus proches des galères portugaises. Elles sont très rapides à mûrir, passant du stade de nouveau-né à celui d'adulte en moins de 48 heures. Les îles Galapagos sont légendaires. On y trouve des tortues géantes, des fous à pieds bleus, des salis pieds légers et des poissons chauves-souris aux lèvres rouges. Mais si tu as déjà nagé là-bas, tu as peut-être vu quelque chose de vraiment inattendu dans l'eau. Des iguanes. Ces grands reptiles marins mangent les algues qui poussent sur les rochers sous-marins. Ce sont de stricts végétariens. Les poissons doivent être heureux. Une longue queue plate conçue pour nager les aide à se déplacer et des griffes acérées les maintiennent sur les rochers pour leur séance quotidienne de bronzage. Mais regarde-les bien, ils éternuent beaucoup. Non qu'ils soient enrhumés, ils éternuent du sel. Une glande spéciale empêche le sel d'entrer dans leur nez et ils doivent s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est génial, c'est que ça ne les dérange pas que nous soyons dans l'eau avec eux.
Comme ces îles ont été tellement isolées pendant si longtemps, les créatures n'ont pas peur des humains. Les poissons peuvent aussi voler. Grâce à leurs nageoires semblables à des ailes, les poissons volants peuvent s'envoler sur une distance d'environ 180 mètres, presque aussi longue que 2 terrains de football. Ils ont besoin de voler pour échapper à leurs prédateurs. La crevette squelette pourrait être une créature cauchemardesque si elle n'était pas si petite. Elle ressemble à un phasme, mais presque entièrement transparent. La créature suivante semble plutôt sortir d'un film d'horreur que des océans. La baudroie diable des mers réside à une profondeur impressionnante de 975 mètres et ne manque pas de caractéristiques étranges. Des dents acérées comme des rasoirs, un corps difforme et un regard inquiétant. Mais ce qui est peut-être le plus effrayant chez ce poisson, c'est la façon dont il attrape ses proies. Il a un appendice ressemblant à une canne à pêche sur son front et qui a une lumière brillante attachée à l'extrémité pour attirer les animaux. Une fois qu'il s'approche suffisamment de la lumière, clac! Ils sont capturés par les mâchoires massives de la baudroie. Ces créatures sont même capables de manger des proies plus grosses qu'elles. Les étoiles de mer peuvent recouvrir leur proie avec leur estomac et la manger depuis l'extérieur de leur corps. Ensuite, il leur suffit de rapatrier leur estomac à l'intérieur. C'est pratique. Leurs cousins, les concombres de mer, peuvent faire le même tour de passe-passe, sauf qu'ils laissent une partie de leurs entrailles derrière eux pour effrayer leur agresseur. Et ce n'est pas un problème, les parties manquantes repoussent rapidement. Les calamars cacatoès, ou calamars de verre, sont une espèce dont les membres peuvent atteindre une taille assez impressionnante. Par ailleurs, ils ont tous une chose en commun, leur corps est transparent et leurs organes internes brillent dans le noir. Même si la pieuvre velue a l'air d'avoir oublié de se coiffer le matin, c'est en fait sa peau qui colle dans tous les sens. Les prédateurs marins ont ainsi plus de mal à la repérer. Le homard poilu vit dans les récifs, se cachant de ses ennemis dans des crevasses. Si tu as la chance de le voir, tu remarqueras instantanément la différence radicale entre ses poils blanchâtres et ses pinces roses et violettes. Si tu marches sur un oursin, tu le sauras tout de suite. Regarde plutôt ses pointes. Même s'ils ne sont pas agressifs, ils ont une excellente défense contre toute créature qui voudrait les manger, des pointes venimeuses et une morsure empoisonnée. Ils vivent dans tous les océans du monde, si bien qu'il est difficile de les éviter. Ils traînent surtout dans les eaux peu profondes, se cachant dans les bassins rocheux et les récifs. Les gens imprudents leur marchent donc souvent dessus. Les longues pointes venimeuses de l'oursin ressemblent à des aiguilles, et elles procurent la même sensation. Elles peuvent pénétrer assez profondément et libèrent une forte toxine. Alors quel est le remède? Il faut rapidement enlever les pointes et laver à l'eau salée. Les tortues de mer pleurent constamment. Non qu'elles soient particulièrement tristes, les pleurs sont uniquement dues au fait qu'elles excrètent l'excès de sel de leur corps par leurs larmes. Les tentacules de la méduse boîte peuvent atteindre 3 mètres de long. Et chaque tentacule possède 5000 cellules urticantes. Pas mal pour une créature qui est surtout faite d'eau. Son venin est assez puissant pour paralyser tout ce qu'elle souhaite manger. Si tu te fais piquer, ça fait mal. Très mal. Ces toxines contiennent des protéines qui affectent le cœur, les cellules de la peau et même le système nerveux. Pas étonnant qu'elle soit considérée comme l'une des créatures les plus dangereuses de la planète. Il n'est pas recommandé d'utiliser de la crème solaire, du soda, du café ou d'autres méthodes de grand-mère. Elles ne fonctionnent pas. Ta meilleure chance est d'utiliser simplement de l'eau de mer et de consulter un médecin au plus vite. Contrairement aux apparences, le Glaucus atlantique n'est pas un vrai lézard. C'est une sorte de limace de mer qui vit près de la surface de l'eau. Il nage la tête en bas et fait des galipettes pour trouver de la nourriture. Et avouons-le, il est très mignon. Lorsqu'un corps étranger pénètre dans la coquille d'une huître, qu'il s'agisse d'un grain de sable, d'un parasite ou d'un déchet, il irrite les parois internes du mollusque. Comme l'animal ne peut pas recracher l'objet, il l'enveloppe dans de fines couches qui le séparent de son corps. Ces couches nacrées s'accumulent jusqu'à former une perle ronde. Autrefois, les gens croyaient que les perles étaient les larmes des sirènes. Désormais, nous savons qu'elles ne sont que des débris décorés. Les dauphins ont un système de communication très développé. Ils s'appellent par leur nom. Chaque dauphin répond à un son spécifique. L'orque est la plus grande des espèces de dauphins, et les orques ont des cultures différentes.
Deux orques appartenant à des groupes sociaux différents ne comprendront même pas la langue de l'autre. Ils sont le seul animal connu à faire cela. La crevette boxeuse porte bien son nom. Elle a des bandes de couleur sur tout le corps et se tient toujours dans une pose de boxeur prêt à frapper. L'Hydatina physis est une autre limace de mer, dotée d'une capacité spéciale. Elle peut rapidement creuser des trous dans le fond de la mer et se cacher des ennemis qui rôdent. Comme son nom l'indique, le poisson tête de serpent ressemble beaucoup à un serpent, mais il a une caractéristique très particulière. Il peut marcher sur ses nageoires. Grâce à cette particularité, il rampe facilement d'un lit d'eau à un autre, choisissant des habitats à son goût. En chemin, le tête de serpent peut avoir faim, alors il grignote souvent de petits oiseaux et rongeurs. Mais il peut aussi devenir très gros et chasser des animaux encore plus gros. Y aurait-il quelque chose de plus étrange que de se promener dans la nature et de voir soudain un énorme poisson à dents qui traque un lapin? La tortue alligator attrape ses proies en allant à la pêche. Sa langue ressemble à un ver et la tortue attend, la bouche grande ouverte, au fond d'un ruisseau, d'un lac ou d'un étang jusqu'à ce qu'un poisson sans méfiance morde à l'hameçon. Puis, clac! Ses mâchoires se referment en un clin d'œil et le dîner est servi. La méduse à litrèfle est normalement invisible dans les abysses sombres où elle réside, mais lorsqu'elle est exposée à la lumière, elle la reflète et brille magnifiquement. Le grand avaleur a beau être paradoxalement petit, ne t'y méprends pas. Il pourrait facilement engloutir ton chien. Il peut ouvrir sa bouche extrêmement large, ce qui lui permet d'avaler des proies 2 fois plus grosses que lui. Le poisson tigre africain mange tout ce qu'il trouve, et vu sa taille et celle de ses dents monstrueuses, tu peux imaginer qu'il trouve beaucoup de nourriture. Il se nourrit principalement d'autres poissons, mais lorsque la nourriture se fait rare, il peut sauter hors de l'eau et attraper des insectes et des petits oiseaux en plein vol. Il n'est pas assez gros pour manger un humain, bien sûr, mais son nom devrait t'avertir qu'il peut facilement prendre une bouchée de ton bras ou de ta jambe. Ton cerveau contrôle tes bras et tes jambes. Mais chez la pieuvre, chaque bras est en fait un peu indépendant avec son propre cerveau spécial, maintenu ensemble par un plus gros cerveau central qui agirait comme un chef d'orchestre. Le cerveau central envoie des signaux de plus haut niveau à chaque bras, disant des choses comme « bouge vers la gauche, il y a un crabe derrière toi » ou « touche le pied de ce stupide humain, amusons-nous un peu avec lui ». Mais peu importe l'intelligence de ses bras et de ses jambes, une pieuvre doit quand même s'en occuper tout le temps. Tu viens de passer toute la matinée à faire des courses dans la rue et tu t'arrêtes enfin pour t'offrir une tasse de café. Tu entres dans le café le plus proche, tu passes ta commande et tu te rends compte qu'en fait, tu as vraiment besoin d'aller aux toilettes. Ce sont des toilettes publiques normales, avec plusieurs cabines. Quand tu choisis la tienne, celle du milieu, tu entres à l'intérieur et ton esprit commence à se demander « Pourquoi diable les portes des toilettes ont-elles un espace d'1,5 cm entre la porte et la serrure ? Et pourquoi diable ont-elles aussi un énorme espace entre la porte et le sol ? On peut avoir un roulement de tambour pour ce moment, s'il vous plaît ? Eh bien, mon ami, il n'y a pas qu'une seule raison spécifique pour laquelle les portes des salles de bain publiques ont tant d'espace, mais plutôt plusieurs. Les toilettes publiques sont conçues pour que les gens y passent le moins de temps possible. Tu n'es pas censé te sentir à l'aise ou chez toi. Le design doit donc refléter cet objectif. Voici donc la raison des espaces. Dans certaines salles de bain, les espaces sont si grands que les utilisateurs peuvent même se sentir gênés de faire leurs besoins, par crainte que les autres personnes qui font la queue les voient. Ensuite, il y a la question du prix. La fabrication de portes personnalisées peut représenter une lourde charge pour les personnes qui construisent des toilettes publiques. Cela implique de connaître les mesures exactes afin que les portes correspondent toujours au format des cabines dans lesquelles elles sont censées être installées. Or, tous les espaces des toilettes publiques n'ont pas nécessairement la même taille. Ils peuvent varier, même si cette variation est faible et souvent imperceptible. Ces interstices contribuent donc en fait à réduire les marges d'erreur et à rendre la production plus rentable pour les personnes qui les financent. Au cas où une porte serait plus large ou plus étroite qu'elle devrait, cet espace régularise les différences et permet de les installer quand même. Il y a aussi le cas de la circulation de l'air. La dernière chose que tu veux faire dans une salle des toilettes publiques est d'emprisonner les odeurs, n'est-ce pas ? Il faut donc un peu d'espace sous et entre les portes pour permettre à l'air de circuler.
Enfin, ces espaces sont une bonne mesure de sécurité. Ils permettent toujours aux personnes à l'extérieur de voir si quelqu'un à l'intérieur de la cabine ne se sent pas très bien et a peut-être besoin d'aide. Et que dire de ce trou supplémentaire dans la partie supérieure de l'évier? Il a carrément un nom, le trou de débordement. Et il est conçu pour empêcher l'évier de déborder. Ainsi, si quelqu'un oublie et laisse le robinet ouvert trop longtemps, ou si l'évier est bouché et que l'eau ne peut pas s'écouler par le trou d'évacuation principal, le trou de débordement vient à la rescousse. Disons qu'il te permet de gagner un peu de temps avant que le sol de la salle de bain ne soit inondé. As-tu déjà remarqué comme le processus de fermeture de la porte d'une voiture peut être agréable? Les constructeurs automobiles consacrent beaucoup de temps à la conception de ces sons. Des études ont montré qu'ils créent un sentiment de qualité chez l'acheteur. Tout commence par le matériau de base. Alors que les voitures plus anciennes étaient fabriquées avec des matériaux plus lourds, les portières des voitures actuelles sont produites avec de l'étain plus léger, ce qui peut produire un son métallique plutôt désagréable une fois que tu les fermes. Les constructeurs automobiles emploient donc des ingénieurs du son pour s'assurer qu'il y a la quantité exacte de mousse, de tapis et d'étain dans la composition d'une voiture afin de produire le son le plus réconfortant possible. Et que dire de ces petits points sur le haut de la vitre avant de ta voiture? Le motif de ces petits points noirs minimise les distractions pour tes yeux. Cette partie noire, également appelée frite, est normalement plus chaude que les parties plus claires, ce qui empêche le pare-brise de se déformer. Et non, la languette située sous ton rétroviseur n'est pas faite dans le seul but de suspendre des dés en peluche ou des désodorisants agréables au nez. Il s'agit en fait d'un interrupteur qui te permet de régler la position du rétroviseur en fonction de l'heure de la journée. Pousse-le dans un sens et c'est le mode de conduite de jour. Dans l'autre sens, tu es prêt à conduire en toute sécurité la nuit, car il atténue l'éblouissement causé par les phares des voitures qui te suivent. La prochaine fois que tu iras au supermarché, garde cela en tête. Si tu n'as pas de pièces pour déverrouiller les caddies, il existe un secret bien gardé qui peut t'aider. Si tu as tes clés de maison sur toi, regarde si la tête de la clé est arrondie. Si tu en trouves une, essaye de l'utiliser pour déverrouiller le chariot. Elle devrait y entrer parfaitement et t'éviter d'avoir à transporter des pièces de monnaie. Car, pour être honnête, qui en a de nos jours? Passons aux ascenseurs. Si tu veux les utiliser en allant directement où toi tu veux, essaye donc ce truc. La plupart des ascenseurs ont une combinaison secrète de boutons que tu peux utiliser pour sauter tous les autres étages sélectionnés et aller directement à celui de ton choix. Cela peut fonctionner, surtout les jours où tu as appuyé sur le 13, mais où tu voulais appuyer sur le 33. Dans la plupart des ascenseurs, cela fonctionne si tu appuies simultanément sur le bouton « Fermer la porte » et sur ton numéro d'étage. Cela devrait te permettre d'atteindre ton étage sans t'arrêter. Certains ascenseurs demandent que tu appuies 2 fois sur les numéros d'étage sélectionnés, car une double pression annule souvent la demande faite précédemment. D'autres ascenseurs te demandent de maintenir le bouton « Ouvrir la porte » et d'appuyer 2 fois sur les boutons des étages que tu veux annuler. Cependant, pour éviter tout problème, il est préférable de ne pas annuler les étages des autres personnes présentes dans l'ascenseur. Ils ne le prendront pas bien. Garde tout de même à l'esprit que certains ascenseurs peuvent ne pas avoir cette fonction. Pour les amateurs de miel, levez la main! Si ton pot de miel doré est cristallisé, souviens-toi que c'est un bon signe. Le miel cristallisé signifie qu'il n'a pas été pasteurisé, ce qui signifie une meilleure qualité du produit. Avec une baisse de la température, l'ingrédient naturel du miel, également connu sous le nom de glucose, le fera cristalliser. Maintenant, essaye d'en tirer le meilleur parti. Pour ajouter de la texture à tes flocons d'avoine ou à tes toasts, ajoute une couche de miel cristallisé et profite du sucre de la nature. Et si tu n'aimes pas le miel cristallisé, mets-le au micro-ondes pendant 1 minute ou 2. Ah, l'hiver et l'automne. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? La saison des pulls. Mais il n'y a rien de plus agaçant que de porter son beau pull en laine et de se gratter tout le temps. D'ailleurs, je ne veux pas mettre le bazar, mais tu veux pas parler de l'enfer des pulls qui grattent? Pour éviter que cela ne se reproduise, voici le secret. Mets ton pull à l'envers et trempe-le dans de l'eau froide. Ajoute 2 à 3 cuillères à soupe de vinaigre et laisse-le tremper pendant un moment. Ensuite, vide l'eau. Maintenant, pendant que le pull est encore humide, applique une quantité généreuse d'après-shampoing sur les fibres de la laine. Après l'avoir laissé tremper dans l'après-shampoing pendant environ 30 minutes, presse doucement l'excédent d'eau de la laine et laisse-la sécher à plat sur une serviette. Et voilà, plus de pulls qui grattent. Dans tous les fast-foods où tu vas, tu trouveras des petits gobelets en papier que tu pourras remplir de ketchup, de moutarde ou de sauce barbecue. Mais si tu manges des nuggets de poulet ou si tu essayes de tremper ton hamburger dans le gobelet, il y a toujours un peu de sauce qui semble impossible à atteindre. La prochaine fois, essaye de déplier le gobelet.
il se transformera en une petite assiette en papier et de cette façon, tu auras tout le ketchup que tu as versé au départ. Les cadenas utilisés dans des environnements extérieurs doivent être nettoyés et lubrifiés tous les 3 mois. Une lubrification régulière aidera à empêcher les cadenas de geler par temps froid. Cherche le minuscule trou sur le fond du cadenas. Verse-y de l'huile et voilà, il s'ouvre à nouveau. Une chose que nous oublions souvent est la pointe sur le bouchon d'une crème. Ces surfaces pointues ont été conçues pour nous aider à percer la protection en papier d'aluminium du tube de crème. Il suffit de retourner le bouchon et de percer le seau avec son propre bouchon, et voilà. Après une longue journée de travail, tout ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'un bain moussant. Tu ouvres l'eau chaude et tu la laisses couler pendant quelques minutes. Tu peux même allumer une bougie et verser quelques huiles essentielles dans l'eau. Puis, tu ajoutes le savon liquide. Tu remues l'eau jusqu'à ce que toute la surface de la baignoire soit remplie de bulles et tu entres dans le bain. Les bulles d'un bain moussant ont une fonction primaire fondamentale. Leur rôle est de préserver la température de l'eau, juste pour que tu puisses profiter d'une eau chaude plus longtemps. Est-ce que tu as les pieds qui transpirent? Question étrange, je sais. Mais si tu fais partie de ces personnes, voici une bonne nouvelle. Tout n'est pas perdu. Essaye de mettre un sachet de thé dans tes chaussures et de les ranger dans un endroit sec pendant un certain temps. Les sachets de thé absorberont l'humidité et l'odeur des semelles de tes chaussures. Je suis en train de penser, n'aurions-nous pas dû apprendre ces choses à l'école? Quoi qu'il en soit, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'hésite pas à nous en parler dans les commentaires ci-dessous. Bon, je sais que c'est un peu froid au toucher, surtout pendant une journée glaciale d'hiver, mais savais-tu que les poignées de porte en laiton servent en fait vraiment à quelque chose, en plus d'être élégantes et brillantes? Comme il s'agit d'un alliage de cuivre, le laiton a des propriétés antimicrobiennes. Cela signifie qu'il peut contribuer à éliminer les germes et les bactéries nuisibles, parfois en moins de 2 heures. Dans les endroits très fréquentés, c'est encore plus utile. Mais comme le laiton est beaucoup plus cher que d'autres métaux comme le nickel et l'acier, on ne voit plus beaucoup de poignées de porte de ce type de nos jours. En parlant de beaux objets polyvalents, la plupart des tournevis ont un tout petit secret qui leur est propre. Ils peuvent de temps en temps se glisser dans une clé afin de créer plus de couple lors de la torsion. Sans parler de leur utilité lorsqu'il s'agit de vis situées dans des endroits difficiles d'accès. Il y a une raison pour laquelle les boutons des chemises des femmes sont destinés aux gauchers et cela n'a rien à voir avec la mode. Cette pratique remonte à l'époque où les femmes de chambre aidaient les dames à s'habiller et il était plus facile pour elles d'accomplir leurs tâches avec cette orientation. Le fait que les boutons soient placés de cette façon était un signe de richesse. Il est donc facile d'imaginer pourquoi cette pratique s'est perpétuée, même si la plupart des gens s'habillent eux-mêmes de nos jours. La prochaine fois que tu recevras un colis dans ton courrier, jette un coup d'œil au cutter. S'il présente des lignes diagonales sur la lame, tu vas pouvoir bénéficier d'un petit avantage en termes de design. Il s'avère que ce sont des lames qui se cassent. Couper continuellement du carton peut user le bord tranchant de la lame. Pour éviter d'avoir à acheter un tout nouveau cutter, le segment supérieur de la ligne suivante peut se casser pour obtenir un nouveau super tranchant. Pour ce faire, regarde le petit trou à la base de l'outil, parfois appelé le casse-lame. Les personnes qui ont eu l'idée de cette brillante invention sont des ingénieurs qui se sont inspirés de la façon dont les barres de chocolat sont divisées. Attends une minute, ne jette pas tout de suite cet emballage en carton. Il est fort probable que tu aies des sachets de gel de silice quelque part au fond de la boîte. Comme ce gel est un outil pour sécher, il absorbe l'humidité de son environnement, de sorte que tu peux conserver ces sachets pour d'autres occasions. Si tu as besoin de sécher ton téléphone ou un autre objet électrique, tu peux le placer dans un récipient à côté du gel de silice pour réduire les dégâts. Pas besoin d'être un mécanicien pour savoir quand les pneus d'une voiture standard doivent être remplacés, car ils sont équipés d'un indicateur bien conçu. Si tu regardes de plus près, tu verras que les bandes des pneus sont constituées d'un tas d'encoches en caoutchouc. Lorsque les marques sont égales aux barres perpendiculaires, c'est le signe que tu dois prendre rendez-vous avec ton service automobile local, car il est fort probable que les pneus aient perdu la plupart de leur force de traction et qu'ils ne soient plus sûrs pour la conduite. Les coins supérieurs du pare-brise d'une voiture présentent des points noirs texturés intégrés au bord du verre. Ce détail n'est pas là pour des raisons de design. Il s'agit d'un revêtement en frite, ce qui signifie qu'un type spécial de peinture céramique est ajouté à la vitre pour protéger son joint d'étanchéité des rayons UV. Elle permet également de dissimuler et de créer une surface plus grossière pour la colle utilisée pour mettre la vitre en place.
Chaque fois que tu prends la route, vérifie s'il y a une petite languette sous le rétroviseur de ta voiture. Je parie que tu ne savais pas qu'elle était là pour aider à faire passer le rétroviseur de la vision de jour à la vision de nuit. Il utilise une technologie de verre prismatique pour estomper le reflet et réduire l'éblouissement des phares derrière toi dans la circulation. Ces rétroviseurs à réglage manuel ont été inventés dans les années 1930, mais ils sont devenus la norme dans les années 1970. Lorsque tu es en voiture, jette un coup d'œil aux appuis-têtes, car tu ne sais probablement pas qu'ils ont une fonction cachée. Bien sûr, ils sont réglables pour s'adapter aux passagers de toute taille, afin qu'ils bénéficient d'un soutien adéquat pour leur tête et leur cou. La caractéristique cachée est qu'ils sont détachables et comportent 2 barres métalliques très solides. Si jamais tu restes coincé dans une voiture et que tu dois t'enfuir rapidement, ces barres peuvent être très utiles pour casser les vitres de la voiture. Donc, tu es en train de faire un tour en voiture et tu tombes soudain en panne d'essence. Ce que je vais te décrire ressemble plus à une blague qu'à une situation réelle susceptible de se produire. Mais que se passe-t-il si tu es tellement pressé que tu pars accidentellement avec le pistolet à essence encore dans le réservoir ? Eh bien, les pistolets ont été conçus pour éviter tout risque. Rassure-toi, ils sont dotés d'un dispositif de séparation qui permet au tuyau de se détacher lorsqu'on le retire avec suffisamment de force. Initialement conçus au début du XXe siècle pour être portés exclusivement par les basketteurs, les baskets sont rapidement devenus l'un de ces incontournables de la mode, au même titre que les jeans et les vestes en cuir. Si tu les regardes de plus près, tu verras qu'elles ont 2 trous supplémentaires sur le côté, semblables à ceux des lacets de chaussures. Ils sont fabriqués comme ça, non seulement pour fournir une ventilation supplémentaire, mais aussi pour permettre aux gens d'être plus créatifs avec leurs lacets lorsqu'ils portent leurs chaussures. Admets-le, tu as toujours pensé que les baguettes sont unies à une extrémité dans le seul but de les maintenir ensemble jusqu'à ce que tu sois prêt à commencer ton repas. Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Si on les regarde de plus près, il s'avère que ces outils en bois présentent une extrémité de forme carrée. Les baguettes fabriquées de cette manière sont issues d'une ancienne conception traditionnelle japonaise qui permet de casser facilement les extrémités. L'extrémité séparée peut ensuite être utilisée comme support pour les baguettes afin de les garder plus propres dans l'espoir qu'elles puissent être réutilisées puisqu'elles ne toucheront pas la table ou toute autre surface. Les vélos pour femmes ont un design spécial qui, étonnamment, a une fonction historique et de mode. Le cadre plus bas est en grande partie destiné à compenser la taille généralement plus petite des femmes par rapport à celle d'un homme normal. Si c'est le cas pour le guidon et la selle, le cadre général est plus bas pour une raison supplémentaire. À l'époque où les femmes portaient de longues jupes et robes toute la journée, tous les jours, elles devaient s'assurer que leur tenue ne se coincerait pas dans le cadre. C'est ainsi que nous avons conçu un vélo avec un cadre plus bas, parfaitement adapté aux femmes et à leurs besoins de l'époque. Le fait que les dentifrices soient multicolores n'est pas seulement un joli avantage pour rendre l'hygiène dentaire plus amusante. Il y a une explication secrète liée à chacune des couleurs, qui remonte aux années 1970. À cette époque, les gens s'intéressaient de plus en plus à leur santé bucco-dentaire et recherchaient donc des produits qui pouvaient faire plus que simplement nettoyer les dents. Une entreprise a été la première à le faire en ajoutant un bain de bouche à son dentifrice, c'est-à-dire la bande bleue. Elle a ensuite ajouté la bande rouge, destinée à contenir des ingrédients qui aident à prendre soin des gencives. En parlant de dentifrice, vérifie le bouchon la prochaine fois que tu ouvres un nouveau tube, tu pourrais avoir une petite surprise. Il y a une sorte de cône pointu à l'intérieur du bouchon, ce qui te permet de percer le joint du dentifrice sans te couper ou abîmer ta manucure. Sans compter que c'est plus hygiénique, puisque tu ne pourras pas transférer de germes ou d'autres bactéries dans le produit lui-même. En ce qui concerne les articles à poser sur le comptoir de la salle de bain, les brosses à dents sont dotées d'un accessoire très pratique, caché dans les motifs des poils. Outre le fait qu'ils donnent à la brosse à dents un aspect plus cool, ils ont également un but pratique. La plupart des brosses à dents sont dotées d'un motif de poils bleus entrelacés dans des poils blancs. Cette teinture bleue est destinée à pâlir pour signaler le moment où tu devrais remplacer ta brosse à dents. Les dentistes disent que les brosses à dents doivent être remplacées tous les 3 à 4 mois, mais cela permet d'avoir un bon rappel en cas d'oubli. Tu aimes toujours jouer avec des Lego ? Je ne te juge pas, c'est un excellent passe-temps pour tous les âges. Note qu'il y a un trou sur le dessus des têtes de Lego. Il s'agit d'un dispositif de sécurité que les gens de Lego ont conçu pour éviter les risques d'étouffement. Le problème le plus dangereux si une personne avale l'une de ces pièces est l'obstruction des voies respiratoires. La présence d'un trou à l'intérieur de la tête Lego permet à l'air de circuler librement à travers la pièce jusqu'à ce qu'elle puisse être retirée en toute sécurité.
Nous sommes maintenant habitués à toutes sortes d'ampoules modernes, certaines de forme tubulaire, d'autres en forme de diamant et d'autres encore complètement tordues. Historiquement, les ampoules étaient rondes et cette forme initiale avait une utilité en soi. Elle était principalement liée au fait que les ampoules en verre étaient soufflées à la main, ce qui leur donnait cette forme ronde au départ. La raison pratique cachée était que le filament de l'ampoule devait être à la même distance de chaque surface de la sphère de verre. Le moyen le plus simple d'y parvenir était de fabriquer le verre en forme de globe. Alors, savais-tu que les premiers logos de l'histoire sont des blasons ? Au Moyen-Âge, les propriétaires de bars et de commerces ont commencé à utiliser différents symboles pour présenter leurs produits et pour se distinguer des autres commerçants. Mais pourquoi est-ce si important pour une marque d'avoir un logo ? Eh bien, c'est parce que la première impression compte toujours, y compris pour une entreprise. Un logo bien conçu peut envoyer un bon message aux clients potentiels et donner des informations sur la marque en un seul regard. Avec tous les logos existants de nos jours, en particulier avec l'avènement du commerce en ligne, on oublie souvent de s'intéresser au sens et aux symboles cachés contenus dans les logos. Le logo de Domino's Pizza en dit long sur le passé de la chaîne. Comme son nom l'indique, il y a une pièce de domino dans le design du logo. À l'origine, l'idée était d'ajouter un point sur la pièce de domino pour chaque nouveau restaurant ouvert. Mais la chaîne s'est tellement développée qu'ajouter des points pour tous les restaurants ouverts était impossible. Les 3 points qui existent aujourd'hui dans le logo rappellent les 3 premiers restaurants ouverts. Si on regarde le logo de Beats, la première chose qui nous saute aux yeux est la lettre B, à juste titre. Mais il y a un sens caché. Le cercle rouge correspond à une tête et la lettre B représente des écouteurs. Un autre logo très orienté client est celui de LG. L'entreprise a su inclure dans son logo son nom, Lucky Gold Star, et son slogan « Life is good ». En regardant attentivement le logo, on remarque qu'il ne s'agit pas simplement des lettres L et G, mais aussi d'un visage souriant. Il s'agit probablement des fabricants de jeans les plus connus au monde. Mais leur logo a un sens caché. Le logo de Levi's représente une poche, celle que l'on trouve sur tous leurs jeans. Le logo FedEx aussi est très cool. À première vue, on repère simplement les mots Fed et X de 2 couleurs différentes, violet et orange. Mais à y regarder de plus près, l'espace entre le E et le X représente une flèche pointant vers la droite. C'est un symbole de mouvement et d'agilité. Le groupe Unilever est propriétaire de plus de 400 marques à travers le monde. C'est donc normal que leur logo soit composé de plusieurs symboles différents, comme une fleur, une cuillère ou un oiseau. L'ensemble de ces symboles représente la variété des produits fabriqués par Unilever qui vont de la nourriture et des boissons aux produits de beauté et d'hygiène. La NBC, la National Broadcasting Company, est un groupe audiovisuel et radiophonique dont le logo est particulièrement agréable à regarder. Il est vif et coloré. Pourquoi ? Eh bien parce que le groupe a été créé au moment de l'apparition de la TV couleur. Le logo en forme d'oiseau de la NBC représente les 6 divisions initiales du groupe. Et les couleurs rappellent que la NBC est fière comme un pan de ses programmes télé. Le logo Evernote raconte clairement l'objectif de la marque. La police utilisée est assez simple, mais sur la gauche du mot Evernote, il y a un éléphant. Animal réputé pour sa bonne mémoire. Et son oreille est pliée comme un post-it. Pas mal pour une appli qui sert à s'organiser et prendre des notes, non ? Le logo Cisco a lui aussi son petit secret. La police est encore une fois relativement simple. Mais les lignes juste au-dessus représentent le pont du Golden Gate de San Francisco. Le premier directeur général de l'entreprise, un monsieur qui s'appelait John Morgridge, a pensé que c'était un bon moyen de souligner le mouvement vers le futur et les relations entre deux mondes. Le logo d'Amazon est partout. Mais il y a un petit détail que les gens ignorent. La flèche qui relie les lettres A et Z en forme de sourire sert à souligner l'excellence de l'inventaire de produits disponibles, qui est complet de A à Z. Audi est l'une de ces entreprises qui aiment mettre en avant leur histoire. Ces 4 cercles croisés tout simples sur le logo représentent les 4 entreprises qui faisaient partie du groupe à l'origine. DKW, Porsche, Wanderer et Audi.
Il y a une autre chouette histoire derrière le logo de Baskin-Robbins. Entre le B et le R, au centre du logo, on voit le numéro 31. Pourquoi ? Car à l'origine, Baskin-Robbins produisait 31 parfums de glace. Je suis presque certain de les avoir tous goûtés. De nombreuses entreprises aiment donner un côté vintage à leur logo. C'est le cas de Picasa. Avant l'invention des appareils photo numériques et de la photo parfaite à portée de main, sur les appareils photo argentiques, il y avait des obturateurs. L'obturateur s'ouvre et laisse passer la lumière qui expose la pellicule en créant la photo. Le logo de Picasa est tout simplement un obturateur colorié en rouge, bleu, vert, violet et orange. Le logo 7-Eleven cache un petit quelque chose que tu n'avais peut-être pas remarqué. Le N à la fin du nom est écrit en minuscule, alors que les autres lettres sont toutes en majuscules. Il paraît que dans les années 60, la femme du propriétaire de l'entreprise a demandé que le logo soit moins sévère. Elle avait l'impression que les majuscules rendaient le tout trop sérieux. Elle voulait que le logo soit plus doux. Un graphiste a trouvé la solution en remplaçant le N majuscule final par un N minuscule. Et oui, je suis certain que maintenant, tu prononceras ce N tout doucement. Ou pas. Les fans de chocolat connaissent sûrement la marque Toblerone. Si tu en fais partie, as-tu déjà remarqué tous les détails du logo ? La ville de Berne, en Suisse, là où l'entreprise est née, est aussi appelée la ville des ours. Il y a des ours partout à Berne. Il y en a sur le blason de la ville et même sur les poubelles dans les rues. Le chocolat Toblerone est en forme de montagne, d'où les montagnes dans le logo, mais il y a aussi un ours caché dans la montagne, caché dans la partie claire. Le logo de Chick-fil-A va droit au but. Si tu regardes attentivement, le C de chicken, poulet en anglais, est en forme de poulet. Un autre excellent exemple de l'utilisation des espaces en négatif est le logo de la Formule 1. Entre le F de formule et les lignes horizontales qui représentent les flammes, il y a un 1 bien caché. Je suis sûr que tu n'avais jamais remarqué. C'est l'une des marques de vêtements sportifs les plus connues au monde et elle a un secret, Adidas. À première vue, le logo représente simplement 3 bandes verticales. Mais on dirait une montagne, n'est-ce pas ? Cette montagne représente les efforts que doivent fournir les athlètes pour atteindre le sommet. Le logo de IBM aussi a un sens caché. Les 3 lettres du nom de l'entreprise, le I, le B et le M, sont hachurées à l'horizontale. Ces lignes représentent la vitesse et le dynamisme, les principales valeurs de l'entreprise. Avec son logo super cool, Ray-Ban est devenue la marque de référence en termes de lunettes de soleil. Voici un petit décryptage pour être certain que tu ne les confondes pas avec des fabricants de montres. Le B du logo représente une paire de lunettes. La source d'information sur Internet la plus utilisée au monde, Wikipédia, a un logo qui lui correspond. Le globe est composé de plusieurs pièces de puzzle, chacune avec un symbole différent et de certaines pièces manquantes. Ce logo représente à la perfection la mission de l'encyclopédie, car c'est une bonne leçon de mise en récit, n'est-ce pas ? Subway est l'une de ces marques qui unissent intelligemment le logo et le nom de l'entreprise. Les flèches sur les lettres S et Y ressemblent aux flèches des directions dans le métro pour faire passer le message que l'on peut manger de délicieux repas n'importe où. Difficile de louper les 2 chocolats cachés dans le logo des Hershey Kisses. Mais il y en a un autre encore plus caché. Tu le vois ? Il est entre la lettre K et la lettre I. Si tu as déjà aménagé une maison ou organisé un mariage, tu as probablement utilisé Pinterest pour trouver et partager des idées. Le logo de Pinterest ressemble juste à une lettre P dans un cercle rouge. Mais regarde bien, ce P est en forme de punaise. Pour un observateur peu entraîné, le logo de la London Symphony est une simple ligne rouge. Mais en réalité, cette ligne représente un chef d'orchestre. Une autre marque dont le logo cache des secrets est Magic Coffee. La tasse de café au-dessus du nom a la forme d'un haut de forme, si tu regardes de près. Ok, maintenant j'ai faim. Le cylindre qui se trouve à l'extrémité d'un câble est posé là et semble totalement inutile. En fait, il s'agit d'une perle de ferrite qui s'associe à de nombreux fils électriques pour réduire les interférences électromagnétiques. Les fils électriques agissent comme des antennes involontaires et diffusent les EMI.
Il y a une raison pour laquelle le plateau qui tourne à l'intérieur du micro-ondes est circulaire. Un objet circulaire répartit uniformément la chaleur, contrairement aux objets rectangulaires ou carrés. Lorsque tu places des récipients ayant ces formes à l'intérieur, l'énergie est concentrée sur les coins au lieu d'être répartie uniformément comme dans un récipient rond. La jauge de température d'un grille-pain sert généralement à déterminer le degré de cuisson des tartines. Mais l'autre utilisation, plus spécifique, de la jauge est celle des différents types de pain. Les pains blancs et sucrés chauffent beaucoup plus vite que les pains bruns et de seigle, plus lourds. Plus le pain est vieux, plus il aura besoin de temps dans le grille-pain pour obtenir le résultat doré que tu recherches. La plupart des fours t'offrent la possibilité de laisser la porte entrouverte lorsque tu fais griller un plat à l'intérieur. Tu penses probablement que le but est de refroidir le four après utilisation. En réalité, son but est de se concentrer sur la cuisson du dessus du plat et d'assurer une couche croustillante. En contrôlant l'accumulation de chaleur et de vapeur, en la libérant par la porte légèrement entrouverte, tu obtiens le résultat souhaité sans cuire tout le plat jusqu'à ce qu'il soit croustillant. Tu as probablement remarqué que ton lave-vaisselle comporte des zones spécifiques pour différents types de couverts et de vaisselle. Mais tous les articles de vaisselle doivent être orientés vers le centre et non pas tous dans la même direction. Les types d'aliments qui se trouvent sur les assiettes détermineront également leur emplacement dans les casiers. Comme le centre de la machine reçoit le jet le plus fort, les tâches à base de glucides provenant de tomates et de pommes de terre doivent être placées à cet endroit. Le détergent est plus concentré sur l'extérieur pendant le nettoyage, ce qui crée un nettoyage en forme de cascade. C'est pourquoi les tâches à base de protéines, comme celles des œufs par exemple, doivent être placées à cet endroit. Les ventilateurs de plafond poussent l'air frais vers le bas lorsqu'il fait chaud, faisant ainsi circuler la pièce. Mais ils peuvent te servir en hiver tout aussi efficacement si tu enclenches l'interrupteur sur le côté ou si tu utilises la tirette. Donc, si tu veux économiser de l'argent sur le chauffage et essayer de réchauffer rapidement ta pièce lors d'une journée froide, mets le ventilateur en marche. Il poussera l'air vers le haut et répandra l'air chaud autour de toi, réchauffant ainsi plus efficacement la pièce. Utilises-tu toujours des post-it au lieu de ces nouvelles applications sophistiquées sur tous les appareils imaginables? Bienvenue au club! Quel que soit l'usage que tu en fais, ils finissent toujours par tomber. Si tu as déjà rencontré ce problème, c'est parce que tu les as décollés du bas vers le haut. C'est cette façon de faire qui provoque le retroussage. En les décollant par le côté, tu t'assures qu'ils restent bien plats, prêts à te rappeler tes tâches quotidiennes. Savais-tu que les ouvre-boîtes ont été inventés seulement 50 ans après que les boîtes de conserve soient devenues courantes? Alors, comment était-il possible d'ouvrir une boîte de conserve avant? Il existe quelques méthodes alternatives au cas où tu aurais égaré ton fidèle ouvre-boîte. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une cuillère en métal. Pose la boîte sur le plan de travail, tiens-la fermement et tiens bien la tête de la cuillère. Fais pression et frotte vigoureusement le bord du couvercle de la boîte sur une petite surface. Cela prend du temps, mais à force de frotter, une petite entaille se forme et se transforme bientôt en trou. Une fois que le trou est suffisamment large pour laisser passer la pointe de la cuillère, fais levier sur le couvercle et continue à longer les bords jusqu'à ce que tu puisses enfin accéder au repas qu'il contient. Tu l'as durement gagné. La plupart des toilettes dépendent de la pression de l'eau et de la gravité pour fonctionner. Une panne de courant ne les affectera donc pas. Mais si les tiennes ont besoin d'électricité pour fonctionner, tu dois t'inquiéter de leur utilisation en cas de panne de courant. La bonne nouvelle, c'est que l'électricité sert uniquement à remplir les toilettes et non à tirer la chasse. Comme le mécanisme de la chasse d'eau fonctionne toujours, ouvre le réservoir des toilettes, verse quelques litres et tu pourras évacuer tout ce dont tu as besoin. Les bouchons dans les canalisations de la douche se produisent sur une longue période. C'est inévitable. Nous perdons 50 à 100 cheveux par jour et beaucoup d'entre eux cherchent à se loger dans nos canalisations de douche. Les cheveux constituent la base principale de l'obstruction, ce qui favorise l'accumulation de diverses autres choses. Un bon truc est d'utiliser ton aspirateur et de mettre l'embout dans le trou après avoir enlevé la grille. Utilise un chiffon humide autour de l'embout en veillant à ce que l'air ne puisse pas s'échapper. L'aspirateur pourra aspirer les choses qui obstruent beaucoup plus facilement. Tu éviteras ainsi les frais de plombier qui utilisent eux-mêmes cette technique. Pour que tes bougies durent plus longtemps, coupe leurs mèches plusieurs fois et garde-les aussi loin que possible de l'eau et de l'humidité. Cela garantira que la cire de ta bougie reste ferme et stable et qu'elle continue à brûler plus lentement pendant une période plus longue.
L'espace vide entre les vitres de la porte du four est là pour une bonne raison. Tu peux y glisser une brosse pour nettoyer la vitre de la porte du four. Il est facile d'accéder à cet espace par le bas de la porte. Ouvre la partie inférieure, puis pousse la brosse dans le trou. Lorsque tu te gares dans un garage, tu peux avoir du mal à déterminer à quelle distance tu dois être. Toutes les voitures ne sont pas équipées de capteurs qui garantissent que tu gardes la bonne distance avant que le pare-choc ne fasse une entaille sur le mur. Le fait de tendre une corde avec une balle de tennis depuis le plafond à la bonne distance t'aidera à apprendre la meilleure distance à respecter pour te garer par rapport au mur. On nous a tous dit de débloquer une serrure avec du WD-40 ou du lubrifiant. Oui, nous savons tous que nous devrions en avoir à la maison. Mais au cas où tu n'en aurais pas, une excellente alternative consiste à dessiner avec un crayon à mine grise le long des bords de la clé, puis à l'introduire dans la serrure. Continue à le faire jusqu'à ce que le trou de la serrure soit suffisamment lubrifié et que la clé fonctionne sans problème. Les pinces sont susceptibles d'abîmer les robinets et les pommes de douche lorsque tu les utilises pour les réparer, et elles sont également difficiles à saisir. Prends donc 2 morceaux du bout d'un vieux tuyau d'arrosage et fixe-les aux mâchoires de la pince. Tu constateras une énorme amélioration de la prise en main et tu éviteras les risques d'usure. Tu peux trouver un bon usage au caoutchouc usagé pour différentes choses dans la maison. Lorsque tu en as assez de serrer ou de desserrer une vis avec un tournevis, essaie d'utiliser un simple caoutchouc. Place-en une partie dans le manche du tournevis et celui-ci aura une bien meilleure prise. Déplacer des blocs de ciment n'est pas sans danger pour le bas du dos. Même avec une brouette, il peut être risqué de déposer le ciment sur le sol sans causer de dommages. 3 simples tuyaux en forme de cylindre peuvent faire toute la différence, quelle que soit la taille du bloc. Essaie de soulever le bord du premier tuyau avec un levier, puis pousse et manœuvre-le en dirigeant progressivement les 3 tuyaux vers le lieu souhaité. Assure-toi simplement que tu ne le fais pas dans une pente. La première fois qu'on plante un clou peut être une grande réussite ou se solder par un pouce vraiment meurtri. Une épingle à cheveux a la forme parfaite pour maintenir le clou en place, ce qui permet à ta main d'être à l'abri du danger et de frapper le clou sans crainte. Utilise un crayon au lieu d'un stylo ou d'un crayon lorsque tu travailles avec une scie circulaire à eau pour t'assurer que les marques ne sont pas effacées. Elles seront également plus faciles à voir sous l'eau trouble. Vérifier les canalisations du toit et déterminer quand elles doivent être nettoyées peut prendre beaucoup de temps. À l'aide de scotch, fixe un miroir à l'extrémité d'un long balai et vérifie si les gouttières ont besoin d'être nettoyées. Pour t'aider à garder l'équilibre, lorsque tu examines les gouttières, fixe une paire de vieilles chaussures de sport au pied de l'échelle. L'écartement de la chaussure et sa prise assureront un niveau de sécurité supplémentaire. Les produits de calfeutrage liquide se présentent généralement sous la forme d'énormes tubes, de sorte que tu ne peux jamais les utiliser en une seule fois. Les pointes endurcies du liquide créent des bouchons. Prends un bouchon de liège usé et perce-le pour en faire un couvercle parfait qui recouvre le mastic liquide. Il est maintenant prêt à être utilisé à nouveau sans aucun blocage. Le classement par étoile des hôtels n'est pas toujours fiable, car les systèmes de classement varient selon les pays. En Italie, par exemple, un hôtel peut recevoir 5 étoiles simplement parce qu'il possède une réception ouverte 24 heures sur 24 et des réceptionnistes qui parlent 3 langues. Au lieu d'utiliser les étoiles, regarde plutôt les évaluations ou les critiques. Les réservations tardives peuvent également te permettre de bénéficier des meilleures offres. Si ton séjour n'est pas urgent, essaye de réserver une chambre le jour de ton séjour. Si l'hôtel n'est pas complet, tu auras probablement une réduction. Les directeurs d'hôtel réduisent le prix des chambres à la dernière minute pour les remplir. Il est aussi préférable de réserver directement auprès de l'hôtel. Les sites web tiers reçoivent souvent des chambres moins bonnes ou ce qui reste. Les hôtels sont aussi enclins à offrir un tarif réduit si tu réserves directement. En effet, les sites partenaires facturent des frais à l'hôtel. Une fois que tu es à la réception, il est probable que le personnel de l'hôtel te connaisse déjà. De nombreux hôtels, en particulier les hôtels haut de gamme, font une petite recherche sur les réseaux sociaux de leurs clients. Bien que cela puisse sembler un peu effrayant, c'est seulement pour qu'ils puissent voir qui tu es et rendre ton séjour plus confortable. Si ta clé est munie d'une bande magnétique, veille à ne pas la mettre près de ton téléphone portable ou de ton portefeuille. Un aimant puissant, comme celui de ton téléphone, peut effacer ta clé, ce qui signifie que tu ne pourras pas entrer dans ta chambre. Ok, maintenant que tu es enregistré, monte dans ta chambre. Il t'observe quand tu es dans ta chambre et quand tu es dans la salle de bain. Non, je ne parle pas de tes enfants de 3 ans. L'une des dernières choses auxquelles tu penses quand tu pars en vacances, c'est que la chambre dans laquelle tu séjournes est peut-être équipée de caméras cachées. Pas cool. Pour commencer, regarde dans les endroits les plus évidents de ta chambre d'hôtel pour voir si tu peux trouver des caméras cachées. Selon certains experts, si tu ne vois rien comme ça,
alors l'utilisation de ton smartphone suffit pour un balayage de vérification basique. Chaque caméra a un objectif, et tous les objectifs reflètent la lumière. Ainsi, un moyen rapide de vérifier la présence de caméras cachées consiste à fermer tous les rideaux de la pièce et à éteindre les lumières. Utilise la lampe de poche de ton téléphone pour la diriger vers des endroits ou des objets potentiels où une caméra cachée pourrait se trouver. L'un des endroits les plus évidents est le détecteur de fumée au plafond. Prends une chaise, pointe la lampe droit dessus et essaye de voir si une lumière rouge ou bleue s'y reflète. Tu devras le faire lentement, car la lumière doit frapper la lentille à l'angle correct pour que tu puisses voir un reflet. Même un tableau dans la pièce peut être un nid potentiel pour une caméra cachée. D'autres objets peuvent être des lampes, un trou dans le mur ou un endroit dans un placard. Un autre endroit effrayant pour dissimuler une caméra est le miroir de la salle de bain. Celui-ci est difficile à repérer, il faut donc être patient pour l'inspecter. Tu peux aussi utiliser la caméra de ton téléphone pour débusquer les caméras de surveillance qui t'espionnent la nuit. Ces caméras secrètes émettent des lumières infrarouges que l'œil humain ne peut pas voir, ce qui leur permet de fonctionner la nuit. Tu devras donc éteindre les lumières et mettre la caméra en mode selfie. La caméra arrière de la plupart des smartphones est équipée d'un filtre infrarouge, mais pas la caméra avant. Tu peux essayer de pointer une télécommande de télévision vers la caméra frontale et appuyer sur l'un des boutons pour le voir par toi-même. Si tu vois une lumière rouge vif sur ton écran, cela signifie que cela fonctionne. Il ne te reste plus qu'à déplacer ta caméra dans l'obscurité pour voir si tu peux trouver une lumière brillante autour. Il sera bon de faire un deuxième balayage pour t'assurer que tu n'as rien manqué. L'une des meilleures choses que tu pourrais faire est de télécharger une application qui te montre quels appareils sont actuellement connectés au Wi-Fi que tu utilises. Elle peut montrer quel smartphone, ordinateur portable, téléviseur intelligent et, dans le pire des cas, quelles caméras cachées sont connectées. Un scanner à radiofréquence peut détecter une caméra sans fil dans la pièce, même si elle est connectée à son propre Wi-Fi. Cela peut toutefois s'avérer difficile en raison des nombreux appareils sans fil qui encombrent les ondes. Tu peux capter des signaux aléatoires même si tu éteins tous tes appareils et tous les signaux qui émettent du sans-fil. Une autre technique que tu peux utiliser consiste à éteindre le Wi-Fi lorsque tu entres dans la chambre d'hôtel. La plupart des caméras sont connectées au Wi-Fi. Elles ne pourront donc plus fonctionner. Si tu reçois un appel de la réception disant que le Wi-Fi est désactivé dans la chambre, cela peut être un signal d'alarme. Il n'y a aucune raison pour qu'il sache si le Wi-Fi a été éteint volontairement. Cela pourrait signifier que les caméras sont sur le Wi-Fi local. Lorsque tu te connectes pour la première fois au Wi-Fi de ta chambre d'hôtel, fais attention à ne pas partager tes données personnelles. Maintenant, qu'en est-il de la chambre en général? Si tu n'en es pas satisfait, tu peux facilement demander à la changer. S'il y a d'autres chambres disponibles, le responsable se fera un plaisir de t'aider. Une fois que tu seras installé, tu auras envie d'aller dans la salle de bain pour voir tous les jolis échantillons. Mais si tu as un peu honte de prendre les shampoings gratuits, sache que pas du tout. Les hôtels veulent en fait que tu les prennes. Les articles portent le logo de l'hôtel, donc tu leur fais de la publicité gratuite si tu les mets chez toi. En revanche, les peignoirs et les serviettes, non, c'est une autre histoire. De nombreux hôtels ajoutent désormais des puces à radiofréquence afin de pouvoir suivre les objets volés. Le dentifrice est un article que tu ne trouveras probablement pas dans la salle de bain de la chambre d'hôtel. Dans les hôtels économiques, il est souvent trop cher à commander, car il est classé dans la catégorie des fournitures médicales. Pour les hôtels de luxe, c'est le contraire. Ils ne peuvent généralement pas trouver de fabricants de dentifrice suffisamment sophistiqués pour être disponibles dans leur chambre. Tu peux aussi voir un téléphone ordinaire à côté des toilettes. Mais c'est en fait une exigence de l'AAA pour que les hôtels soient classés 4 diamants. C'est aussi un élément de sécurité. Si tu glisses sur le sol mouillé ou si tu es coincé dans les toilettes pour une raison quelconque, tu peux facilement appeler à l'aide. Tu es maintenant prêt à t'allonger sur ton lit pour louer un bon film. Mais n'essaye pas de jouer les malins en prétendant que tu as cliqué dessus par accident pour ne pas avoir à payer. Les employés de la réception de l'hôtel peuvent voir combien de temps tu as regardé un film. Si tu as quitté le film après quelques secondes, ils te croiront, mais pas si tu l'as regardé jusqu'à la fin. Envie d'un verre pendant que tu regardes ton film? Assure-toi de vérifier les scellés sur les boissons du minibar. Les clients sournois boivent souvent les bouteilles et les remplissent d'eau. De cette façon, ils évitent les frais, mais tu seras tout de même facturé si le service de ménage fait son travail et vérifie. Oui, une canette de soda peut te coûter le double de ce que tu paierais au supermarché du bas, mais tu ne veux pas être mis sur la liste noire de l'hôtel. Ranger soigneusement les serviettes utilisées n'est pas la meilleure chose à faire dans un hôtel. Tu ne les aides pas. La règle générale est la suivante. Mets-les quelque part, par exemple par terre dans la salle de bain ou dans la baignoire. Ainsi, le personnel peut voir s'il doit les changer ou pas. Si tu les gardes bien pliées, le personnel peut se tromper et les laisser telles quelles, en pensant qu'elles sont encore propres. Tu pars en voyage à petit budget et tu as apporté des appareils électroménagers pour pouvoir cuisiner à l'hôtel. Ce n'est pas très grave, mais s'il n'y a qu'une seule prise et que tu veux faire bouillir des œufs dans ta bouilloire électrique, abstiens-toi.
D'abord, tu ne sais pas quelle est la capacité de la prise. Ça pourrait même déclencher l'alarme incendie de l'hôtel. Contente-toi de manger des sandwichs ou autre chose. Ramasse les papiers qui traînent, essuie le café que tu as renversé sur le sol. Mais ne fais pas le lit. Le personnel va remplacer les draps quoi qu'il arrive. De plus, si tu fais le lit juste après t'être levé, tu ne fais que créer un environnement sombre et agréable pour les petits acariens. Cherche toujours des hôtels qui incluent le petit déjeuner. Il est généralement beaucoup plus cher de prendre le petit déjeuner dans un restaurant à proximité, et tu ne sauras probablement pas où aller. Il vaut mieux aller au buffet de l'hôtel, café, fromage, jambon, toast, fruits. Si tu joues bien tes cartes, tu n'auras même plus faim pour le déjeuner. Bien sûr, tu peux faire bouillir de l'eau pour des nouilles ramen. Mais si tu as envie d'une tranche de pain grillé frais et croustillant, n'essaye jamais de le faire avec un fer à repasser. Cela semble fou, mais certaines personnes ont même essayé de réchauffer leur pizza surgelée avec un sèche-cheveux. Que s'est-il passé? Ils ont fini par devoir chercher un autre hôtel et un vrai restaurant. Cela peut paraître hilarant, mais il n'en reste pas moins que personne ne devrait jamais faire bouillir ses chaussettes ou tout autre vêtement dans la bouilloire fournie dans la chambre d'hôtel. Certains directeurs d'hôtel affirment avoir constaté ce genre de comportement. Évite de faire ça et envoie plutôt tes vêtements au service de nettoyage de l'hôtel. Voici une devinette. Quelle ville américaine est tellement populaire qu'il faut répéter son nom 2 fois? Tu l'as deviné, New York, New York. Mais le problème est que quelle part de New York connaissons-nous vraiment? Je parle de la ville qui se trouve sous la ville. Tu oserais me rejoindre pour une visite souterraine de la Grosse Pomme? Alors, prends une lampe de poche, il va faire nuit. Nous commencerons au cœur de Manhattan, devant le bâtiment de style roman de l'hôtel de ville. Crois-le ou non, sous nos pieds se trouve la plus ancienne station de métro de New York, connue sous le nom de station Old City Hall. Elle a ouvert le 27 octobre 1904. Ce fut une véritable nuit de fête pour les New-Yorkais. Les gens étaient si heureux que certains ont passé toute la nuit à faire l'aller-retour dans les trains. Avant cela, les citadins se déplaçaient dans des calèches tirées par des chevaux. Pas étonnant que le métro ait connu un tel succès. Tu auras peut-être l'impression de voyager dans le temps en pénétrant dans la station de l'ancien hôtel de ville. L'architecture est impressionnante et unique en son genre. On ne fabrique plus de stations de métro comme celle-ci. Fait amusant, la station Old City Hall coûterait 6,2 millions de dollars si elle était construite aujourd'hui. À l'époque, des dizaines de lustres en cuivre y étaient suspendus. C'était l'un des rares endroits de la ville où l'électricité fonctionnait. Et sans parler des arcs en carreaux multicolores flambant neufs et des plafonds en vitraux que tu peux encore voir aujourd'hui. Impressionnant, non? Si tu décides de te promener le long des voies, tu risques de te faire surprendre. Le métro de New York est aussi fascinant que la ville en surface. Mais une autre chose que nous oublions généralement, ce sont les coulisses qui permettent à la Grosse Pomme de fonctionner. Ici, tu verras peut-être un ou deux des tubes de courrier pneumatique de New York. Ces tubes ont été construits au 19e siècle et ont fonctionné jusque dans les années 1950. Ils étaient chargés de distribuer le courrier des gens dans les différents bureaux de poste. Les lettres volaient à une vitesse incroyable de 56 km/h. C'est presque aussi rapide qu'un coureur professionnel. Ce système semble bien utile, mais je dois dire que cela fait bizarre d'imaginer la correspondance des gens volée à 5 mètres sous terre. De retour au niveau de la rue, nous nous promènerons sur les luxueuses Lexington et Park Avenue. Si tu lèves les yeux, tu verras le célèbre hôtel 5 étoiles Waldorf Astoria. De nombreuses célébrités y ont séjourné, dont John Lennon et Yoko Ono, ainsi que des présidents comme Franklin Delano Roosevelt. C'est pourquoi l'hôtel utilisait une infrastructure secrète pour faire entrer et sortir les gens discrètement. Sous le bâtiment, un tunnel connu sous le nom de voie 61 reliait le Waldorf Astoria à Grand Central Station. La voie a été désactivée à la fin des années 70, mais certains disent qu'Andy Warhol y a organisé une fête dans les années 80. Je parie que cela a été quelque chose de fou. Pour la suite de notre visite, nous devrons prendre le métro vers le haut de la ville. Nous descendrons à la hauteur de la 125e rue et nous nous retrouverons sur le magnifique front de mer de Riverside Park. Ici, tu trouveras les rails abandonnés d'une ancienne ligne de métro. Si tu suis les rails, tu arriveras à une galerie de graffiti souterraine, le Freedom Tunnel. Ce tunnel doit son nom à un graffeur des années 80 connu sous le nom de Freedom. En explorant ces tunnels, nous verrons plus de 40 graffitis qu'il a peints pendant 15 ans. Il y a des peintures à la bombe de James Dean, de Mona Lisa et même un autoportrait de Freedom lui-même.
Passons à autre chose. Promenons-nous un peu dans la partie nord de NYC. En marchant dans le parc Van Cortlandt, tu auras l'impression de faire une randonnée dans le nord de l'État. Mais crois-moi, tu es toujours en ville. Sur le chemin, tu verras de grandes tours de ventilation en pierre. Ces tours faisaient autrefois partie d'une ancienne infrastructure new-yorkaise. Elles constituent les vestiges de ce qui était autrefois l'aqueduc de Croton. Dans les années 1800, l'approvisionnement en eau de la ville passait par un tunnel souterrain de 66 km de long, depuis la rivière Croton dans le nord de l'État de New York jusqu'à Bryant Park dans le centre de Manhattan. Oh oui, et je devrais probablement te dire que Bryant Park n'était pas un parc. À la place, il accueillait une structure colossale en pierre qui ressemblait à quelque chose que les anciens Égyptiens auraient pu construire. Cette structure de 2 hectares servait de réservoir d'eau pour la ville. Elle était même surmontée d'un sentier pour que les gens puissent se promener l'après-midi tout en regardant l'eau cristalline du réservoir. Maintenant, toute cette exploration t'a peut-être donné faim. Mais ne t'inquiète pas, notre prochain arrêt comprend une délicieuse récompense. Nous allons devoir quitter Manhattan pour aller à Brooklyn. Au cas où tu ne le saurais pas, la ville de New York est composée de 5 arrondissements: Manhattan, Queens, Bronx, Staten Island et Brooklyn. Crown Heights, voilà notre arrêt. Me croirais-tu si je te disais que sous ces rues se trouvent des grottes remplies de fromages affinés? C'est très parisien comme idée. Pour y accéder, tu devras te frayer un chemin à travers un bâtiment centenaire qui sert à présent de bureau. Salue tous ces gens qui travaillent dur et disparaît dans l'un des escaliers qui t'emmèneront 9 mètres sous terre. Tu n'auras pas besoin de lampe de poche pour cette visite. Les grottes sont éclairées et restaurées et peuvent contenir jusqu'à 10 000 kilos de fromage. Mais bon, ça risque de puer. C'est la principale raison pour laquelle les fromagers ont décidé d'utiliser des tunnels souterrains pour faire vieillir le fromage. Après 1 ou 2 bouchées de ce délicieux fromage, continuons. Pendant que tu es à Brooklyn, tu verras peut-être des tas de gens profiter d'une journée ensoleillée dans la piscine du parc McCarran. Cette piscine est une énorme attraction, puisqu'elle fait 3 fois la taille d'une piscine olympique. En tant que nouvel explorateur de NYC, tu pourrais même aller te baigner. Mais il y a une partie bien plus intéressante dans cette attraction. La piscine a été construite au début des années 1900, mais elle a été fermée dans les années 50. À cette époque, des explorateurs urbains ont découvert un réseau de tunnels souterrains juste en dessous de la piscine. Et bien sûr, tu peux trouver une entrée secrète et jeter un coup d'œil par toi-même. Tu y verras non seulement le système de filtration et de chauffage de la piscine, mais aussi de nombreux graffitis datant de l'époque où le site était abandonné. Super! Cette question peut paraître bizarre, mais as-tu déjà vu une vache à New York? Moi en tout cas, non. Eh bien, il y a peut-être une raison à cela. Apparemment, New York possède encore des tunnels souterrains qui ont été construits pour le transport du bétail. Lorsque New York a commencé à être envahi par les automobiles, les vaches sont devenues un fardeau pour le trafic, jusqu'à ce qu'un passage à vaches de 61 mètres de long soit construit sous la 12e rue pour transporter le bétail qui venait du New Jersey. De nos jours, tu ne pourras pas visiter cet endroit en personne, car le tunnel a très probablement été détruit. Mais les historiens ont trouvé des plans qui prouvent son existence. Pour ajouter à la liste, les archéologues ont découvert un fossile très particulier il y a quelque temps. Maintenant, imaginons que tu enlèves les couches du sol de la ville. D'abord, à 40 cm, tu trouverais une couche de fil électrique. Je parle de câbles de télévision, d'électricité et tout ça. En creusant plus profondément, à 1 mètre, tu verrais des tuyaux d'eau et d'égouts. Mais ensuite, à 5 mètres sous la surface de New York, des chercheurs ont trouvé une épave fossilisée. L'épave est située juste sous Broad Street, où il y avait autrefois des eaux peu profondes. Ils pensent que l'épave date des années 1600. Elle mesure 9 mètres de long et 8 mètres de large. Oh, et ce n'est pas tout. À l'intersection de Bowery et Canal Street, les ingénieurs sont tombés sur une pièce dont les murs et le plafond étaient couverts de miroirs. Et personne n'a encore réussi à expliquer l'existence de cet endroit bizarre. Notre visite des souterrains de la Grosse Pomme touche à sa fin. Mais nous avons fait plus qu'effleurer le sujet. Avant de terminer, profitons du meilleur de la cuisine de NYC. Un bon vieux bagel. Qui sait, peut-être que la prochaine fois, nous irons à Paris ou même à Londres. À bientôt, explorateurs. Si tu la vois dans la rue, tu te dis qu'une bouche d'incendie mesure environ 1 mètre de haut. Mais la taille réelle de ce dispositif, utilisé pour fournir de l'eau aux pompiers du monde entier, est 2 fois plus grande, si l'on compte le reste de la bouche d'incendie qui se cache sous terre. La plupart du temps, elles sont rouges, et ce n'est pas seulement une question de design urbain. Tout d'abord, elles doivent être de couleur vive et facilement identifiables, afin que les pompiers puissent les localiser rapidement en cas de besoin.
Aux USA, le choix de la couleur dépend de la quantité d'eau que la bouche d'incendie peut contenir. Celle-ci peut parfois varier en fonction de l'endroit, mais voici la logique. Une bouche d'incendie rouge peut projeter 1890 litres d'eau par minute, tandis qu'une orange, au moins 3780 litres. Les vertes peuvent déverser 5680 litres d'eau par minute. Et les plus grosses, de couleur bleue, peuvent généralement fournir plus de 5680 litres. Salut, fan de bowling! Ça ne t'énerve pas que ta boule de bowling se fissure? Il s'avère que la plupart d'entre elles peuvent s'abîmer à cause d'un mauvais stockage ou de pics de température. Maintenant, soyons nets. Puisqu'elle est déjà un peu cassée, tu n'es pas curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ta boule? Parce que moi, oui. Jetons-y un coup d'œil. Le noyau interne de la boule est composé principalement d'oxyde métallique en poudre, comme l'oxyde de calcium ou de fer. On les mélange avec de la résine et un catalyseur pour durcir le tout. Ainsi, la forme d'ampoule que tu vois maintenant à l'intérieur de la boule est en fait sa partie la plus lourde. Elle influence aussi la façon dont la boule de bowling tourne lorsqu'elle traverse la piste. Il en va de même pour les bombes de peinture. Lorsque tu la secoues, elle fait un bruit bizarre. Mais quelle est cette chose à l'intérieur? Il s'agit d'un petit poids, qui est censé maintenir le mélange de peinture en place et conserver sa forme. Il est généralement fabriqué en plastique, en métal ou en céramique. Il sert essentiellement de fouet pour s'assurer que la peinture soit bien mélangée avant de l'appliquer sur la surface de ton choix. Tu t'es déjà demandé comment les bouteilles de boissons gazeuses gardaient si longtemps ce pétillement si rafraîchissant? Eh bien, elles ont un petit joint en plastique fixé au couvercle. Il est installé ici pour empêcher le gaz de s'échapper et que la boisson devienne plate. Même si tu la secoues dans ton sac toute la journée. En parlant de choses que l'on utilise quand il fait très chaud, attends, ne mets pas encore ta casquette. Regarde-la un instant et tu remarqueras qu'il y a un petit bouton tout en haut. Il sert à quelque chose ou il est juste là pour faire joli? Certains prétendent qu'à l'époque où les gens ont commencé à utiliser de telles étoffes pour se couvrir la tête, ce bouton servait bien à quelque chose. Comme il se trouve au-dessus de la casquette, là où tous les morceaux de tissu se rejoignent, le bouton supérieur aide à maintenir la couronne de la casquette en une seule pièce. Aujourd'hui, grâce aux projets récents en matière de conception de tissus et de motifs, ce bouton est plutôt devenu un élément esthétique. Il sert à couvrir la partie où se joignent tous les morceaux de tissu. Ta casquette n'a peut-être aucun bouton, mais tu ne penses pas qu'elle est plus chouette avec? Les disques de coton ont deux faces. Et si tu prends le temps de les regarder attentivement, tu verras qu'elles ont des textures différentes. Au cas où tu te demanderais pourquoi, le côté avec la texture sert à mettre le maquillage et le côté plat sert à l'enlever. Amateur de livres, ceci est pour toi. Les jaquettes qui accompagnent de nombreux livres à couverture rigide ne sont pas seulement destinées à embellir le livre. Elles peuvent aussi servir de marque-page. Il suffit de replier les pages que tu as déjà lues sous l'intérieur de la jaquette, et voilà. La prochaine fois que tu prendras ta chemise préférée, jette un coup d'œil à la boutonnière du haut. Elle doit être cousue horizontalement, alors que toutes les autres sont verticales. Il s'avère que la chemise de ville a été conçue de cette façon puisque le premier et le dernier bouton sont les premiers qui se déboutonnent pendant la journée. Ils ont donc modifié le sens de la boutonnière pour que la chemise reste bien ajustée avant que tu sois prêt à l'enlever. De nos jours, nous avons tellement de versions différentes de ce dessert incroyable qu'il est difficile d'imaginer que nous ayons pu vivre sans lui. Tu peux trouver pratiquement partout des types différents de cookies aux pépites de chocolat, dans des glaces ou même dans des gâteaux. Mais ce célèbre cookie a seulement vu le jour en 1930. L'histoire veut qu'une femme nommée Ruth Grave Wakefield préparait des cookies au chocolat en attendant l'arrivée de ses invités. Très vite, elle s'est aperçue qu'elle n'avait plus de chocolat de pâtisserie, un ingrédient essentiel pour préparer des biscuits classiques. Pour remédier à cette situation, elle a haché une tablette de chocolat mi-sucré en se disant qu'il finirait par se répartir uniformément dans la pâte compte tenu de la chaleur du four. Les choses ne se sont pas forcément passées comme elle l'avait prévu. Mais tant mieux, car c'est ainsi qu'elle a inventé ce dessert moderne dont nous ne pouvons plus nous passer. Et en parlant de snacks populaires, les chips sont encore plus jeunes que les cookies aux pépites de chocolat. Du moins d'un point de vue historique. Il existe de nombreuses histoires qui essayent d'expliquer comment elles ont été inventées. L'une d'entre elles est la suivante. Un chef cuisinier nommé George Crumb, basé à New York, a créé les chips en 1953. Il a voulu essayer une nouvelle méthode de cuisson lorsqu'un de ses clients s'est plaint de ses frites. Il disait qu'elles étaient trop épaisses et un peu molles. Crumb a alors imaginé des pommes de terre finement tranchées et frites jusqu'à ce qu'elles soient brunes. Les gens ont adoré ce plat et ont accueilli à bras ouverts cette toute première fournée de chips. De la glace, quelqu'un ? Si l'histoire est vraie, en 1904, lors de l'exposition universelle de Saint-Louis, un marchand de glace n'avait plus de coupe pour y servir sa spécialité. Il a donc confectionné une gaufre en forme de cône et le reste appartient désormais à l'histoire.
D'accord, je l'admets, des produits semblables au chewing-gum existent depuis la Grèce antique. Donc cette découverte n'est pas particulièrement révolutionnaire. Mais le chewing-gum que nous achetons aujourd'hui est apparu à la fin des années 1800. Un inventeur américain du nom de Thomas Adams a voulu mélanger différents produits chimiques pour créer du caoutchouc synthétique. Il a tenté, et raté par ailleurs, d'exploiter les propriétés du chiclet pour son expérience, mais a fini par créer cette délicieuse friandise. Aujourd'hui encore, on utilise le chiclet pour produire un certain nombre de chewing-gums. Dans les années 1800, un homme du nom de Jean-Baptiste Joly travaillait dans l'industrie textile, en tant que fabricant de tissus. La découverte de l'invention suivante, que nous utilisons beaucoup de nos jours, a un peu à voir avec lui et davantage à voir avec sa femme de chambre. L'histoire raconte que la femme aurait renversé par accident une lampe à kérosène sur une nappe. Au lieu de s'énerver en voyant le tissu abîmé, Joly a remarqué que la substance avait en fait nettoyé le tissu. Tu as déjà compris? Oui, c'est ainsi qu'est née l'idée du tout premier pressing. Un accident très propre, si je peux me permettre. Maintenant, j'adore celui-ci. Tu savais que les allumettes s'appelaient à l'origine Friction Lights? C'est en tout cas le nom que leur inventeur, un chimiste nommé John Walker, leur a donné en 1826. Un jour, il a gratté un bâton enduit de produits chimiques sur sa cheminée par pur hasard et s'est rendu compte qu'il s'enflammait et créait des étincelles. Fabriquées à l'origine en carton, elles ont ensuite été conçues à partir de tiges de bois et de papier de verre. Dans les années 1940, un homme nommé Harry Coover est tombé sur une formule chimique qui semblait adhérer à tout ce qu'elle touchait. La communauté scientifique de l'époque ne s'est pas beaucoup penchée sur la question, car la formule ne semblait pas avoir beaucoup d'applications à l'époque. Ce n'est qu'en 1951 qu'il s'est penché un peu plus sur la formule et a décidé de la réutiliser, avec un autre chercheur d'Eastman Kodak nommé Fred Joyner. Ils ont utilisé un nom complet, composition d'adhésif à base de cyanacrylate de méthyle, mais tu dois la connaître sous la version plus courte, la superglue. Elle a tellement d'usage en matière de sécurité de nos jours qu'il est difficile de croire que nous ne l'ayons pas inventée exprès. En 1903, un scientifique nommé Edward Benedictus a fait tomber un flacon par accident. En regardant par terre, il a été stupéfait de voir que la bouteille s'était légèrement fendue, mais avait conservé sa forme. Il s'attendait à ce qu'elle se brise en 1000 morceaux. Intrigué par cette particularité méconnue jusque-là, il s'est penché sur la question et a découvert que ce qui maintient le verre en place était une substance, nitrate de cellulose, qui recouvrait l'intérieur du verre. C'est ainsi que l'humanité a découvert le verre de sécurité.